Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. La vision de Ridley Scott de Napoléon, de la science-fiction française et en animation, le mid-season de Invincible, des gros monstres dans Monarch, le box-office de la semaine et les sorties de la semaine prochaine, c'est le programme de ce nouvel épisode de la nuit des sorties. Moi c'est Ista, je suis avec Al. Bonsoir Al. Salut Ista, écoute, ça va, est-ce que toi ça va? Bah écoute, oui, ça va. Un peu grosse semaine? Pas une très grosse semaine en vrai, c'est pas tellement de news, mais il y a quelques trucs quand même intéressants, on va en parler. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a des grosses sorties, mais il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas grand-chose cette semaine, c'est un peu calme. James Gunn, on t'attend encore. Hein. Bah, il y a quelques trucs par rapport à James Gunn, justement, on va en parler. Oui, c'est vrai. Mais sinon, ouais, semaine tranquille. Le froid commence à se lever fort. Oui. Très très fort. J'ai froid, maintenant je sors avec mes petits gants. Et oui, j'aime bien, ça va. Les rageux ceux qui aiment le chaud, c'est des rageux. Moi, je suis dans mon froid, je suis bien. Ouais, après c'est juste chiant pour le chauffage, quoi. C'est un peu cher. Oui, mais ça va, tu vois. C'est plus simple de se réchauffer que de se refroidir. Voilà. C'est vrai. C'est ma take. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec l'actu, puis ensuite on fera nos critiques, puis ensuite on parlera du box-office de la semaine, et on parlera des sorties de la semaine prochaine. Il y aura les timecodes dans la description, selon voilà ce qui vous intéresse. Voilà. C'est ça, et on va démarrer tout de suite avec les actus, et bah pas une petite actu, on démarre très très lourd dans ces actus, puisqu'on va parler de Scream 7, parce que il s'est passé quelque chose ces derniers jours, ces dernières semaines en tout cas. On a une vague de licenciements par rapport à certaines stars qui prennent position vis-à-vis du conflit israélo-palestinien qui est très actif en ce moment. On a l'actrice Melissa Barrera, donc qui est la protagoniste de Scream 5 et Scream 6, du coup là le renouveau entre guillemets de Scream, qui a été virée de Scream 7, du coup la prochaine entrée dans la franchise, parce qu'elle a fait je crois c'est une story sur Insta qu'elle a fait, il me semble. Oui, c'est ça, ouais. Où elle a porté son soutien aux Palestiniens et elle s'est fait virer pour ça. Il y a eu un effet boule de neige où Jenna Ortega, du coup, celle qui a joué Wednesday, qui était aussi dans la série Scream, elle a annoncé quitter du coup le projet. Alors on sait pas trop si c'est lié au fait que son amie, du coup Melissa Barrera, l'actrice principale, a été virée, parce que elle avait déjà annoncé, en tout cas, qu'elle voulait s'éloigner de Scream, mais en tout cas elle reviendra pas non plus. Du coup Scream 7 a perdu ses deux actrices principales. Neve Campbell était l'actrice, du coup le principal des 4 premiers Scream, en tout cas, était pas revenue pour le dernier, et il voudrait la reprendre du coup, mais elle avait pas accepté de revenir parce qu'il avait pas assez payé. Tout Scream 7 est en train d'être retravaillé. Quel bordel, Ista. Quel bordel. Effectivement, quel bordel. Il faudrait reprendre aussi Patrick Dempsey. Oui. De Scream 3. Alors, Patrick Dempsey, pour ceux qui ont vu Scream 3, enfin vraiment, il a fait un personnage dans Scream 3 et enfin voilà, tout le monde s'en fout de son personnage. C'est parce qu'ils sont complètement désespérés. Enfin, c'est complètement ridicule, hein, de toute façon, ce qui s'est passé là. Après, il y en a, ils disaient, j'en ai vu quelques-uns sur les réseaux qui disaient, de toute façon, ils savaient déjà qu'ils allaient pas avoir Jenna Ortega, ils ont peut-être trouvé une excuse pour virer Melissa Barrera, quoi. Non. Melissa Ortega, c'est devenu une grosse star. Non, mais ils auraient pas viré Melissa Barrera, même si Jenna Ortega revenait pas. Enfin, c'est quand même ton actrice principale. Ouais. C'est quand même une histoire dessus. Et puis, de toute façon, ils ont fait un communiqué dans lequel ils disaient que c'était qu'ils ne toléraient aucun antisémitisme qu'ils ont apparemment vu dans son truc. Enfin, c'est complètement fou, je trouve. Mais Jenna Ortega, d'après ce qui a été dit dans les articles et tout, c'était déjà prévu. Enfin, oui, c'est ça. En vrai, ce qui est bizarre, c'était déjà prévu en fait qu'elle aille, je crois, en Islande, en Écosse, je sais plus. Mais en fait, elle doit tourner Wednesday, il me semble. C'est ça, la saison 2 de Wednesday. Mais bon, le truc, c'est qu'il n'y a pas de. Mais surtout le timing, il est bizarre quand même, tu vois. Déjà, le timing est bizarre. Et puis eux, ils disent pour souci de planning, mais en fait, il y a aucun planning pour Scream 7. Il y a aucun tournage, il y a aucune date de tournage ou quoi, de bloqué. Après, il y avait déjà eu des rumeurs comme quoi elle voulait s'éloigner. En tout cas, c'était pas qu'elle avait déjà dit, elle, que son rôle serait moins important. Mais je pense que là, de toute façon,
je pense que voilà, Jenna Ortega va peut-être pas le dire ou je sais pas quoi, mais je pense qu'il y a si elle voulait partir, dans tous les cas, je crois que le fait que Melissa Barrera soit fait virer, ça a scellé sa décision, je pense. Ouais, en plus, Melissa Barrera, elle a fait un post Instagram où elle a dit je ne me tairai pas, tout ça. Oui. Et il a été liké par Jenna Ortega. Donc, oui, non mais enfin là c'est complètement, c'est fou. Il y a aussi une agente de Tom Cruise, il me semble, qui a été virée. Parce que elle aussi elle a apporté son soutien à la Palestine et Tom Cruise a tenté de l'aider, en tout cas a apporté son soutien à cette personne pour essayer de qu'elle se fasse pas virer. Fait virer. Oui, je crois pas qu'elle s'est fait virer, mais en tout cas elle devait se faire virer. Il y a Suzanne Sarandon, donc une actrice quand même légendaire qui était dans Thelma et Louise, qui s'est fait lâcher par son agence parce qu'elle a apporté son soutien à la Palestine. Enfin, il y a un truc quand même qui est assez grave, qui se passe là en ce moment, c'est que je pense que tu n'as pas le droit de dire que tu soutiens la Palestine. Et en plus, quand tu vois, franchement, tu vois la story que Melissa Barrera a fait, elle a pas fait non plus, un truc de fou, tu vois. C'était pas, elle a pas apporté son soutien au Hamas ou quoi, tu vois, genre elle a juste apporté son soutien à la Palestine, mais directement c'est fait virer. Bon, après la Scream 7, ils se sont pris une shitstorm de l'enfer, quoi, parce que tout le monde trouve ça fou ce qui vient de se passer quand même. Donc, c'est clair. Donc voilà, mais c'est quand même, je sais pas comment ils vont s'en sortir, pour la prochaine. À côté, Noah Schnapp, oui. lui qui fait des posts pro-israéliens, tout ça. Il y a eu un truc comme quoi ils auraient un peu surveillé ce qu'il faisait sur les réseaux, mais c'est tout, quoi. Ils ont surveillé, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a lui d'un autre côté. Lui, le problème, c'est que lui, je crois qu'il va prendre une shitstorm monumentale. La prochaine sortie de Stranger Things, je sais pas comment va se passer, mais ça va être compliqué, quoi. Mais voilà, là, c'est juste parce que des gens ont pris une position sur ce conflit, ils se font virer. En plus, pas des positions très radicales non plus, quoi. C'est pas non plus incroyable, quoi, ce qu'ils ont dit. Bah non. Ouais, je veux pas que les gens meurent. Ouais, ok. Je te vire. Ouais, non, mais c'est pas comme s'ils étaient, voilà, quoi. Ça me paraît fou, mais voilà, on tenait quand même à le notifier en ce début de podcast que, voilà, c'est quand même pas normal que certaines choses comme ça se passent, quoi. Ouais, c'était une grosse actu de la semaine aussi, ça. Ça a beaucoup parlé. C'était en tendance et tout, tout le monde en a parlé, donc voilà, quoi. C'est ça, et on va passer quand même à des actus un peu plus réjouissantes, je pense. Je te laisse l'annoncer. Toi qui attends évidemment ce prochain opus. Ah, j'adore. Il y a un nouveau Jason Bourne qui arrive et qui serait réalisé par Edward Berger ou Berger? Dis Berger parce que je trouve ça plus drôle quand même. Edouard Berger. C'est marrant. Et donc, ils auraient, donc ils voudraient faire revenir Matt Damon, quoi, dans le film. Bon, moi j'ai pas vu le dernier, je t'avoue, et je me suis arrêté au Jeremy Renner qui était nul. Donc en vrai j'en ai un peu rien à cirer, je t'avoue. Mais de toute façon, moi je suis pas fan de Jason Bourne, je m'en souviens même pas de tout. Je me souviens des deux premiers, tu vois, mais je me souviens même pas de tout. J'ai pas vu le 4 préquel, spin-off, je sais pas quoi. J'ai pas vu le dernier, et je crois que tout le monde s'accordait à dire que Jason Bourne, de toute façon c'était terminé à partir du 3. Donc ça fait une trilogie. Donc voilà, ils veulent revenir avec le réalisateur de À l'Ouest rien de nouveau. Celui qui a remporté pas mal d'Oscars, le film allemand. Moi, À l'Ouest rien de nouveau, je trouve que c'est un film un peu surcoté, que je trouve assez honnête, mais voilà, je trouve pas ça incroyable. Moi non, ça m'intéresse pas du tout, en tout cas. Ouais. Mais après, Jason Bourne, ça a quand même amené quelque chose dans le cinéma d'action, quoi, avec la shaky cam, tout ça, quoi. Ouais, non, mais complètement, mais je crois que ça a plus rien à raconter, en tout cas, son personnage. C'est ça. Déjà, il y a 4 films sur son personnage. Ouais, il y en a 4, c'est bon, quoi. C'est pas un super-héros, le mec. Et c'est pas, je dis ça alors que je kiffe Mission Impossible, mais au moins Mission Impossible, c'est autre chose qui m'attire que le personnage d'Ethan Hunt, tu vois. Je m'en fous un peu, tu vois. Alors que c'est des cascades. Oui, voilà, alors que Jason Bourne, je trouve que ça tient beaucoup sur son personnage principal, quand même. Oui, c'est vrai. Ensuite, on a le film de Bike Riders, qui est mené par Austin Butler, il me semble, c'est lui le rôle principal, il me semble, oui. Qui a été dont les droits de distribution ont été acquis par Focus Features, et donc qui devrait arriver en 2024 du coup au cinéma. T'en penses quoi? Parce qu'il y a eu la bande-annonce qui est sortie il y a pas longtemps qui a... Ouais, alors en fait c'est un peu bizarre, parce qu'en fait on a appris que Disney, en fait c'était un film Disney, et ils ont décidé de l'abandonner. Voilà, ils voulaient plus le sortir. C'est d'un coup ils l'ont abandonné, et donc ils ont retrouvé un acheteur. Donc Focus Features, en fait, c'est Universal, et donc Universal, ils ont racheté le film. Et écoute,
je sais pas trop quoi en penser comme ça, tu sais, ça me fait ni chaud ni froid, mais au cinéma de l'heure, Tom Hardy sur des motos, pourquoi pas. Après, on n'en avait pas déjà parlé la semaine dernière, mais on avait parlé avec Coyote versus Acme. Tu sais que il y a des films qui se font abandonner par certains studios pour pas payer de taxes et du coup ils se retrouvent abandonnés et comme ce film là, ce film s'est heureusement fait récupérer, comme Coyote versus Acme va sûrement se faire récupérer. Le film est réalisé par Jeff Nichols, qui est quand même un cinéaste des années fin 2000 début 2010 qui est intéressant. Il avait fait Mud, je sais pas si t'avais vu Mud. Non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Il avait fait Mud, Take Shelter, enfin c'est des films avec Mike. Ouais, je me souviens que on parlait beaucoup de lui à un moment. Avec Michael Shannon. J'ai l'impression qu'il a disparu. Bah il a plus fait de film depuis Midnight Special que j'avais pas du tout aimé à l'époque et ça fait 7-8 ans maintenant que c'est sorti hein. Donc ouais, c'est son grand retour, à voir ce que ça vaut, écoute. Mais moi je suis intrigué. Gros casting, un réalisateur qui était intéressant, donc à voir. Ouais, bah c'est le retour et tout, donc ça va être intéressant à suivre, je pense quand même. Et en parlant de réalisateurs intéressants à suivre, on a eu une petite update Christopher Nolan parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il ferait le prochain James Bond. Et bien il a déni ces rumeurs. Il a dit non, c'est pas vrai, il ne faut pas croire ces rumeurs. Voilà. Donc Christopher Nolan ne fera pas le prochain James Bond. Alors oui et non, parce que le problème c'est qu'il peut dire non et en fait être quand même dans le coup, mais pour faire genre il est pas dans le coup, il dit non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que bon après moi j'y crois pas que Christopher Nolan veut faire un James Bond parce que il a déjà fait ses propres James Bond de son côté entre guillemets hein. Tous ses films ils sont inspirés de pas mal de James Bond. Ses films ont inspiré même les James Bond qui sont sortis, donc oui. En fait, ce serait le choix de facilité, je trouve, de prendre Christopher Nolan pour faire James Bond. Et si tu veux faire un nouveau James Bond, entre guillemets, pour pas Christopher Nolan qui a inspiré les derniers James Bond, c'est complètement, je trouve oui, que je vois c'est ce que tu veux complètement dire, ridicule, ouais. tu vois, de faire ça. Si tu veux une nouvelle formule, en tout cas pour James Bond, et t'éloigner de Daniel Craig, quoi. Ouais. Bon après, même si ce serait Nolan, je pense que le film il serait bien, donc ce serait intéressant quand même. Mais Oui, je pense que ce serait bien, mais pourquoi faire Skyfall, des trucs comme ça, c'est hyper inspiré des films genre de Dark Knight ou quoi, c'est complètement. Donc je trouve que la plus-value elle serait un peu bête, mais et de toute façon j'aime pas James Bond, donc voilà, j'ai pas envie qu'il aille faire ça. Donc voilà. Peut-être après s'il change, peut-être t'aimeras bien les prochains, je sais pas. Avec l'acteur, le réal, on verra. Non. Ce qu'ils annoncent. Non. Mais non, je rigole peut-être, mais je sais pas, un jour je me replongerai dans les James Bond, mais je sais pas, j'ai une aversion pour cette saga, ça me parle pas du tout. D'accord. Moi j'aime pas spécialement James Bond, en fait, je m'en fiche un peu, je trouve ça sympa, mais voilà, je suis pas un fan, quoi. Je connais pas grand chose et j'ai vu que les Grecs vraiment, donc écoute, on verra ce qu'ils annoncent, mais ouais, moi j'attends de voir qu'est-ce qu'ils annoncent et peut-être ça m'intéressera. Ensuite, on a ma future femme Margot Robbie qui a fait des déclarations. Allô, okay. Quoi? Il y a un Margot Robbie. Quoi? C'était bizarre. Margot Robbie, en tout cas, qui a parlé de Barbie 2 parce que on lui a posé une question sur le fait que est-ce que Barbie 2 arriverait. Elle a dit qu'elle pense pas en tout cas que ça arrivera. En tout cas pour elle, c'était pas fait comme une trilogie ou quelque chose. Elle dit que c'était fait comme un seul film. Et voilà. Sauf que bon, on connaît Hollywood. On connaît Warner Bros. Quand t'as fait 1,5 milliard de dollars au box-office sur un film qui peut être multiplié, je pense que Barbie 2 va se faire. Ouais, ça m'a paru bizarre quand elle a dit ça. Elle a dit on a tout doté et tout, donc on n'a pas pensé à une trilogie ou quoi. Et ouais, c'est étonnant. Après elle, je pense que vraiment elle l'a pensé comme un seul film, tu vois. En tout cas parce qu'elle est productrice et tout, mais je suis sûr que Warner ils sont déjà en train de planifier un Barbie 2 et un Ken ou je sais pas quoi. Tu mais vois. Est-ce que Margot Robbie voudra le faire? Tu vois. Après si t'as pas Margot Robbie en Barbie, oui c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est un peu donc je sais pas. Après ils peuvent de toute façon il y a des gens qui voulaient un spin-off sur Ken, tu vois. Donc ils peuvent clairement partir sur d'autres choses, faire d'autres poupées ou je sais pas quoi. Oui, c'est pour ça ils sont pas obligés de suivre Margot Robbie, ils peuvent suivre une autre Barbie ou je sais pas, mais c'est pas Action Man, on avait des rumeurs d'un film Action Man ou je sais pas quoi. Oui, je crois. Oui. Voilà, ils peuvent partir sur tellement de trucs. Oui, Mattel, mais il y a Hot Wheels l'année prochaine, je crois qu'il y a. Mais c'est ça, Hot Wheels. Ok, il y a beaucoup de choses, un peu que. Il y a le Mattel Cinematic Universe qui arrive là. Ouais. Ça va être incroyable.
Voilà, je sais pas. Je suis pas sûr. Je déteste pas Barbie, mais écoute, s'il y a un 2, voilà, ça va finir comme toutes ces sagas, tu sais, à faire à rallonge, à faire de... Enfin, après, c'est déjà un produit mercantile de base, Barbie, mais bon, au moins, si c'était juste un film, ça se foutait de la gueule de Barbie, voilà, et c'était bien, mais j'y crois pas. Je pense que ça va finir ensuite, quoi. Ouais, bah, c'est le plus gros succès de l'année. Il a battu Mario, hein, il me semble. Oui, c'était le plus gros succès de l'année, ouais. Bah, je pense qu'elle va pas se faire dépasser, donc on peut dire que c'est le plus gros succès. Qu'il n'y ait pas au moins une trilogie, ce serait bizarre, quoi. Bah ouais, venant de Warner, en plus. On reste pas vraiment chez Warner. Enfin, si, c'est Warner, Japan, je crois. On va avoir des news sur l'anime. Il y a un anime Suicide Squad qui arrive, qui est un isekai. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce qu'est un isekai pour des gens? Alors, un isekai, c'est quand un personnage, par exemple, il est dans la vraie vie et il va utiliser un objet ou je sais pas trop. Par exemple, sur Sword Art Online, c'est un casque de réalité virtuelle. Voilà, il se retrouve dans un autre univers en fait. Virtuel, ouais. Parce que ça peut être un autre univers dans tous les cas, quoi. Oui, c'est ça. Un autre univers, quoi. Généralement, c'est de l'heroic fantasy, hein, le plus souvent. Ouais. Après, je crois que sur Art Online, ils ont fait plein de saisons avec plein de différents. Ouais, c'est pas tout le temps que des. Ouais, je crois qu'il y a un truc avec des flingues à un moment. Donc oui, il y a pas que l'heroic fantasy, mais. Oui, c'est ça. Ouais. C'est quand même le plus souvent, je crois. Mais voilà, donc voilà, la série elle est produite par Wit Studio, Wit Studio, le studio qui a fait l'Attaque des Titans les premières saisons, et Ranking of King, elle est réalisée par Eri Osada qui a fait Jujutsu Kaisen, et elle est écrite par Tapei Nagatsuki et Eiji Umehara qui a fait ReZero, et c'est avec les chara design d'Akira Amano qui a fait des Ranged Detective. Ouais, bah un anime japonais sur un univers de comics. Bah moi je suis curieux. Je crois qu'il y avait un mini trailer qui était sorti à un moment. Il y a un mini trailer et on a des visuels, et moi les visuels je les trouve très très cool. Bah après Wit, moi je les aime bien, donc donc je pense qu'ils ont fait une bonne série. Enfin en tout cas visuellement je pense qu'on sera pas déçus. Ouais. Et voilà, moi j'adore Suicide Squad. Enfin j'aime bien l'univers DC proche de Batman, donc voilà, j'aime bien Suicide Squad. Ouais, bah j'aime bien aussi. Après, c'est peut-être dans un délire, quoi. Oui, mais après, au moins, ça s'éloigne de ce qu'on connaît, tu vois, ça peut être sympa, tu vois. Ouais. Après, ça pensait un peu à Batman, c'était quoi, le robot avec le mecha? Batman Ninja. Oh putain, oui. Bon, après, ça, c'était pas fou, Batman Ninja, donc je suis pas, voilà. J'espère que ce sera pas comme ça, mais après, on a bouffé beaucoup de Suicide Squad en 10 ans, quand même. Là, je suis en train de me dire. Bah après, ça a pris une popularité de dingue, à l'image de Harley Quinn, hein, qui a pris une popularité encore plus grandissante à chaque fois. Elle a sa propre série. Dans Suicide Squad, elle est reprise. À Halloween, t'as toujours la moitié des gens qui sont habillés en Harley Quinn, quoi. Harley Quinn, ouais. Et bah là, on a un jeu vidéo aussi, Suicide Squad, qui a l'air horrible, qui arrive. Oui. Malheureusement, on va en parler ici parce que ça va me faire pleurer. Mais voilà, ouais. Moi, je suis chaud, en tout cas. Et en plus, Akira Amano, en fait, celle qui fait les chara design, donc elle a fait aussi Reborn, qui était un shonen que moi j'aimais beaucoup. Donc voilà. Bon, c'est avec le mec qui a une flamme sur le front, là. Ouais, c'est ça. Et qui a bébé mafieux avec. D'accord. Ça a l'air sympa. Ouais, moi j'aimais beaucoup. Bah écoute, on va rester chez DC, parce qu'on a eu du cast, et oui, pour Superman Legacy. Alors, on a eu Nicolas Hoult qui a été casté en tant que Lex Luthor. Enfin, il se serait pratiquement sûr, encore, James Gunn l'a pas encore confirmé, mais je crois que c'est à 99% sûr que c'est lui. Bah, toute la Terre sauf lui l'a confirmé, donc. Ouais, c'est ça. On aura Sarah Sampaio qui va jouer le rôle de Eve Teschmacher, qui est l'assistante de Lex Luthor, et on a Skyler Gisondo qui joue le rôle de Jimmy Olsen dans Superman Legacy. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, partagé. Parce que Nicolas Hoult, je suis pas le plus grand fan de Nicolas Hoult. Moi, je sais pas, à chaque fois, il est peut-être allé dans Mad Max, peut-être, mais moi, tu vois, son Beast, tu vois, par exemple, ouais, je m'en fous un peu, tu vois. Enfin, quand il jouait dans X-Men et tout, enfin, ça m'a jamais fait kiffer, quoi, Nicolas Hoult, mais écoute, pourquoi pas, j'espère que James Gunn, il sait ce qu'il fait, tu vois. Après, il a choisi un Lex Luthor pas si âgé que ça. Donc ça m'étonne parce que je pensais qu'il allait prendre un Lex Luthor plus âgé.
Bon là, il est, je crois, une trentaine, il approche la quarantaine, donc ça va. Mais ouais, je sais pas quel genre de... Il a 33 ans, Nicolas Hoult. Ouais, donc ça va, il est assez jeune. Je sais pas quelle relation il aura avec Superman / Clark Kent. Je sais pas s'il va faire en mode Smallville ou pas. Moi, je pense qu'il va faire comme dans... Il y a un comic qui s'appelle, en français, il s'appelle Superman les origines, et c'est Birthright, je crois, en anglais, où c'est des amis d'enfance. Et... Oui, ok, ouais, je vois ce que tu ils veux dire. étaient à l'école ensemble. Bah, tout comme Smallville, quoi. Ouais, bah j'ai pas vu Smallville, donc je sais pas. Bah, après, Smallville, c'est ma référence, qui n'est sûrement pas une bonne référence, mais Bah, après, je pense que Smallville a peut-être pris de ce comics dont je te parle. Hein. Oui, donc à voir. Après, Sarah Sampaio, bah, je la connais parce que c'est une modèle mannequin, mais encore une fois, après, c'est un début en tant qu'acting, et je pense pas qu'elle a un gros rôle non plus, tu vois. Donc, on verra ce que ça donne. Et Skyler Gisondo, je l'avais vu dans Licorice et Pizza, et il a vraiment la gueule de Jimmy Olsen. Genre, c'est abusé, quoi. Genre, c'est vraiment le Jimmy Olsen, pour le coup, là. Tu peux pas faire plus de Jimmy Olsen que lui. Et fun fact, est-ce que tu sais qu'il a déjà joué dans un film de super-héros? Quand il était enfant, il a dû jouer dans une connerie. Vas-y. Effectivement, quand il était enfant, il est dans Amazing Spider-Man, où il joue un des frères de Gwen Stacy quand ils sont au dîner à table. Putain, j'ai l'impression qu'on fait que des références à The Amazing Spider-Man dans ce podcast. C'est vrai. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... C'est le premier Amazing Spider-Man. Dans le premier. Oui, je vois très bien la scène de dîner où il s'embrouille, où Andrew Garfield s'embrouille avec le père de Gwen. Elle est trop marrante, cette scène d'ailleurs. Oui, je défends The Amazing Spider-Man, voilà, je fais partie de ces gens-là. Sur le premier seulement. Et bah écoute, toi, je pense que t'es peut-être content, je sais pas. Est-ce que t'aimes bien Nicolas Hoult? Ouais, bah moi, Nicolas Hoult, moi je vous conseille de regarder Kill Your Friend si vous voulez voir un Nicolas Hoult un peu psychopathe qui commet des meurtres et tout, parce qu'il est vraiment bon en fait, et je pense qu'il va surprendre pas mal de monde qui le connaissent pas trop dans ce registre-là, parce que ouais, si c'est un très bon acteur, hein, Nicolas Hoult. Et je trouve ça cool qu'en gros ils mettent quelqu'un à peu près du même âge que Coran Sweat pour faire un truc un peu une rivalité entre les deux. Je pense que ça peut être intéressant. Ok. Bah écoute, on aura hâte de voir le futur du casting. On va aller chez les ennemis de Warner, Disney, nos ennemis de toujours, parce qu'il y a une grosse annonce qui a été faite. Dave Filoni, donc le créateur de Clone Wars, de Rebels, de la série Ahsoka, c'était le numéro 2 entre guillemets de Lucas à l'époque. Et ben il est devenu le CCO, le Chief Creative Officer de Lucasfilm, et donc il va travailler plus directement avec Kathleen Kennedy, du coup la présidente de Lucasfilm, pour la prochaine génération de séries et de films. Donc ils ont l'air de bien s'entendre, et donc il est redevenu le numéro 2 de Star Wars, des Filoni, et bah je crois qu'il l'aime bien, quoi. Et toi, tu penses que c'est une bonne nouvelle? Parce que bon, je crois que tu aimes bien Dave Filoni, quoi. Moi, j'aime plutôt ce qu'il fait. Après, dans la fanbase Star Wars, c'est divisé, hein, parce qu'il y en a qui aiment pas du tout ce que fait Filoni. Parce que des fois, il y en a, ils trouvent qu'il fait un peu du retcon sur certaines choses et tout. Ah bah, il va bien s'entendre avec Kathleen Kennedy et les derniers Star Wars, là. Mais en vrai, moi, je trouve, ouais, il a fait Mando aussi avec Favreau, c'était eux2. Ouais. Non, moi je pense que c'est une très bonne chose. Si ça me permet d'avoir quelque chose de cohérent et tout, c'est plutôt cool, hein, parce que pour pas qu'on ait une nouvelle trilogie comme la postlogie, quoi, où il y a pas de vision. Moi, Dave Filoni, je pense qu'il peut ramener sa vision. Ça peut devenir un peu l'espèce de Kevin Feige du Star Wars. Ça pourrait être pas mal. Hein. Ouais, moi je suis moins sûr parce que bah je sais pas du tout ce que ça va se passer au niveau du grand écran. Pour le coup, après la série, tout ça, je peux comprendre qu'on aime bien. Après, je sais pas du tout si c'est géré des films ou quoi, ce mec. Parce que bon, il avait fait un film, bon, c'était à ses débuts. Oui. Le film Clone Wars, c'était pas terrible, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous faire en cinéma? Je n'ai aucune idée et je sais pas. Je suis perplexe. Après, oui, il y en a un qui arrive où il sera réalisateur, mais tous les projets qui arrivent, c'est pas lui le réalisateur. Oui, mais je veux dire, mais il peut, tu sais. Il va devenir le producteur d'un ensemble de films, je pense, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas, il va lancer une impulsion. Je pense même qu'il va peut-être être à l'origine de certains projets de films, tu vois. Sans les réaliser, bien sûr. Mais... Oui, bah, comme Kevin Feige, quoi. Voilà. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas, ça, à moitié peur, à moitié, pourquoi pas, écoute. Après, Lucas le considère, je crois, comme son héritier, donc c'est pas si bête que ça, quoi. Ouais, bah après, ça c'était le numéro 2, mais moi je parle juste de lui en termes de ce qu'il a fait. Ouais. Clone Wars, je détestais pas, mais c'est juste que c'était très enfantin. Ahsoka, ça va. Bah, moi, sur les dernières saisons, ça évolue, quoi. Parce que oui. ça évolue en même temps que le personnage d'Ahsoka qui grandit, quoi. Mais ouais.
Ouais, donc bon, je verrai. Mais après, ça me fait peur parce que la sérialisation, je crois qu'elle est pas prête de s'arrêter avec lui, tu vois, par exemple. Tu vois, là, je crois que lui, Filoni, il a plein d'idées pour faire plein de trucs. Tu vois. Je pense que ça va pas s'arrêter, quoi. Bah après, s'il fait, moi, ce qu'ils avaient annoncé à Star Wars Celebration, on en avait parlé, bah moi, je trouve ça intéressant parce que ça brasse plusieurs périodes, et s'ils continuent des projets comme ça, qui vont pas forcément tout le temps dans la même période, bah moi, ça me va. Hein. C'est vrai. Bon, après, on a qu'un projet pour l'instant. S'il annonce à The Old Republic... On a qu'un projet qui s'éloigne de la saga pour l'instant. Donc à voir. Hein. S'il se plante, ça se trouve, on verra plus jamais de... Non, il y en a 2. Il y en a 2. Oui, il y a une série, il y a The Acolyte. The Acolyte, ça se passe... Ah oui, c'est vrai que The Acolyte. Ça se passe pendant la tout public 100 ans avant l'épisode 1. C'est vrai que c'est 100 ans. Et ben non, c'est pas le film de James Mangold, ça qui se passe 100 ans. Non, ça c'est encore plus longtemps que ça. Ok, c'est très plus loin. longtemps. Okay, bon. C'est les premiers Jedi, je crois. Oui, ok. D'accord, j'ai confondu les deux. Bah ok, il y en a 2, du coup, bah pourquoi pas. En espérant qu'il marche, parce que s'il marche pas, je pense qu'il va être en mode, ah bah non, en fait, on va rester à la saga, et du coup, ça va être chiant. Enfin bref, on va passer aux infos Marvel. On en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns. Bah merci à Sony. Merci à Sony, oui, mais on a une info du coup sur les 4 Fantastiques, c'est que Anya Taylor-Joy serait, il la voudrait en tout cas pour la jouer en tant que vilain, méchant dans les 4 Fantastiques. Et toi, t'as une idée de quel méchant elle pourrait interpréter, je pense. Bah en fait, il y en a beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait le lien avec, il y avait une rumeur sur un surfeur d'argent féminin, et il y en a beaucoup qui ont fait le lien avec ça. Mais après, le truc, c'est que dans les comics et tout, il y a un genre de surfeur d'argent féminin qui s'appelle Nova. Et en fait, c'est comme le surfeur d'argent, mais elle est toute en flamme, quoi. Et c'est un héros de Galactus, donc ce serait bien lié à Galactus. Alors j'ai une question. Après, est-ce que c'est ça? Je sais pas. J'ai une question. Il y a 2 Nova, du coup, dans l'univers Marvel, mais qui n'ont rien à voir. Ouais, bah... D'accord, parce que Nova c'est un autre super-héros qui n'a rien à voir avec du coup ça. Et bah écoute, moi j'aime bien Anya Taylor-Joy et du coup bah elle fait ce qu'elle veut et je la suivrai. Je sais pas. Bah, j'ai l'impression parce que ce film ils veulent prendre un peu toutes les stars du moment, tu sais. Ah oui, Pedro Pascal, les stars montantes. Ouais, enfin des Kirby qu'on commence à voir un peu partout aussi. Ouais, il y a une volonté de faire ils veulent que ça marche, quoi. Moi, je sens le truc, ils veulent que ça marche. Bah, je pense que c'est un des piliers des dernières phases Marvel, je pense, parce que. Ouais. Bah, c'est un gros truc, quand même. Enfin, c'est une vraie nouveauté, parce que je crois qu'il y a des trucs qui arrivent, il y a plein de suites qui arrivent, évidemment. Il y a Blade, voilà, mais Blade, c'est un truc un peu plus de son côté, je pense, tu vois. Ça sera à part, ouais. Donc, je pense que c'est vraiment la prochaine équipe que les gens attendent et je pense qu'ils veulent pas se rater. Ouais, je le vois comme ça aussi, ouais, effectivement. Ça devrait être un des gros films qui mènent vers les films Avengers, quoi. Alors, on est chez Marvel, mais on va chez Sony, comme je disais tout à l'heure. Alors, il y a une rumeur comme quoi Sony va nous faire un film Sinister Six, donc avec les personnages qu'on a vus dans les films de Sony, c'est-à-dire Venom, Madame Web, Kraven, Morbius. Il y a peut-être le vautour aussi. Morbius. Ouais. Il y a peut-être le vautour aussi parce qu'on l'a vu dans une scène post-générique. Qu'est-ce que tu en penses? Bah rien, c'est fait de la merde. Enfin là, je même pas. C'est que dans la digne lignée de ce que fait le Sonyverse. Hein. Sauf que là, ça réunit toutes les merdes. C'est ça qui est bien. C'est que ils sortent des merdes un peu séparées. Donc Venom, là, c'est nul. Morbius, c'est très nul. Madame Web, je l'ai pas vu, mais c'est nul. Ça a l'air très nul. Nul. Et donc voilà, ils vont tous se rassembler dans un film. Et moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ce sera un film Sinister Six contre le Spider-Man de Tom Holland, tu vois? Est-ce qu'ils vont l'embarquer là-dedans? Ça me ferait beaucoup rire. Et voilà, quoi. Bah non, parce que ça serait bizarre de faire ça. Écoute, tu mets Spider-Man, normalement c'est le mec que tu suis, ils vont pas faire le méchant, c'est bizarre. Mais non, mais en gros qu'ils vont faire un film Sinister Six, c'est genre Spider-Man contre les Sinister Six, mais le film s'appelle Sinister Six, je sais pas que si tu veux. Non, moi je vois un film vraiment où les héros que tu suis. Ouais, non, mais je pense que ça va être genre les Sinister Six qui sont, de toute façon c'est pas des méchants, donc c'est des gentils, et voilà qui s'allient pour battre. Je sais pas qui, et voilà, mais bon. Bah c'est ça, mais c'est contre qui? Moi c'est ça le problème. Contre un autre méchant ou alors c'est les Sinister Six qui se foutent sur la gueule. Ça serait drôle. Qui se foutent sur la gueule. On a Morbius, Venom et Kraven qui se foutent sur la gueule, ça pourrait être drôle. Mais en fait c'est le seul moyen que je pense que je peux me divertir, c'est genre ils se foutent sur la gueule les six. Alors vraiment, et c'est n'importe quoi et je m'en fous, tu vois. Ou alors ils font venir le Knull, le roi des symbiotes. Oh là, je veux vraiment pas voir ça. Je veux vraiment pas voir Kraven qui lance des flèches contre le roi des symbiotes. Je veux vraiment pas voir ça. Moi.
Non, je sais pas, franchement, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Enfin, pourquoi? Déjà, est-ce que ça va vraiment se faire? Parce que si les 3 films, parce que là, on a vu les films de super-héros cette année, c'est quand même un peu compliqué. Si les 3 films de l'année prochaine de Sony, donc Madame Web, Kraven et Venom 3, ils se pètent la gueule, est-ce qu'on va avoir un film Sinister Six? Je suis pas sûr. Hein. Ouais, bah écoute, faut voir ce qu'ils vont faire. Après, Spider-Man marche encore, donc... Spider-Man fonctionne, oui. Je sais pas. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'ils vont peut-être pas ramener Peter Parker, parce que peut-être que vu qu'il y a que ça qui marche, ils pourraient faire le forcing pour ça, mais je sais pas. Mais est-ce que Marvel Studios, ils ont pas leur mot à dire sur ça, sur Tom Holland? Ils ont sûrement leur mot à dire, tu vois, mais après, Sony, ils peuvent dire, bah, vous utilisez plus Spider-Man, et après, bah, là. Maintenant, il est à nous, ouais, bah oui. Donc, Sony. Les droits, ils sont à eux, hein. Bah oui, donc ils peuvent dire, bah, si vous voulez pas qu'on fasse Sinister Six avec Tom Holland, bah, il y aura plus de Tom Holland. Et dans le DMCU, tu vois, ils peuvent faire des trucs comme ça, donc. C'est vrai qu'ils sont une position de force de ouf, hein. Donc voilà. Ouais, bah écoute... Et bah pour rester dans le Sonyverse, alors on avait annoncé que Venom 3 il avait repris son tournage et Tom Hardy a dit que annoncé que c'était le dernier film, en tout cas. Donc ce serait une trilogie du coup Venom, les seuls films du Sonyverse qui doivent marcher, je pense. Et enfin, ouais, comme ça on n'aura pas de suite à Venom, ce serait pas mal et ouais. Moi, je suis content qu'ils disent The Last Dance, là. C'est le dernier. Ouais, voilà. Il a l'air complètement fou, encore. Puis j'ai l'impression que Tom Hardy s'enferme là-dedans. C'est un peu dommage, quoi. On l'adorait tous avant Venom. Maintenant, on est en mode, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et ouais, non, mais... En plus, là, le Venom 3, il est réalisé par la scénariste du 1 et du 2. Donc, je m'attends pas à un chef-d'œuvre du tout, hein, je vous avoue. Que ça s'arrête, c'est très bien. On sortira le champagne en fin d'année prochaine. Voilà. Ensuite, on a aussi Deadpool 3, mais on en avait déjà un peu parlé, il me semble, les dernières semaines, qui a repris son tournage. Voilà, c'est juste une petite info comme ça. Oui, juste, on avait dit qu'il allait reprendre son tournage, mais on savait pas quand, et là, en fait, ça a repris. Là, il y a eu un petit post Instagram de Hugh Jackman, en mode, il a pris une photo, et puis, je sais plus, il avait une légende, en gros, ça voulait dire qu'il reprenait, quoi, et que ça y est, c'est bon, c'est reparti. Donc, le film, il sort le 26 juillet, donc, je sais pas quand ils vont arrêter le tournage, mais il doit le rester, je crois, 1 ou 2 mois, je pense. Et voilà. Et en restant, là, bon, on était pas, alors on est parti dans le film, là, on revient chez Sony, parce que Sony, en fait, alors, il se passe un truc avec, Amazon. En fait, c'est plutôt Amazon. C'est que la WGA veut tenter une action légale de mise en justice envers Amazon, puisque depuis la fin de la grève des scénaristes, ils auraient gelé des projets. Et donc, en fait, les projets, ils ont pas repris, quoi. Ça a pas repris, le scénario, tout ça. Et il y aurait, par exemple, en fait, une série qui est... Je parle de Sony parce qu'en fait, c'est une série Sony-Amazon. C'est la série Silk, sur un des personnages qui vient de l'univers de Spider-Man, qui serait en suspens. Donc, pour l'instant, on n'avancerait pas, quoi. Et voilà, il se passe rien avec cette série. C'est ça, et donc du coup les scénaristes sont pas payés, je crois. Du coup, et ils ont gelé la série, ouais. Ils ont profité de la grève. La grève, la série s'est arrêtée, ce qui est normal, hein. Les scénaristes étaient en grève, mais elle a pas du tout repris. Je sais pas ce que ça veut dire, parce que peut-être qu'ils vont l'annuler, du coup. Bah ouais. Parce que là, en plus, ça parle de plusieurs séries. Là, on sait juste que Silk serait une des séries qui serait suspendue. Mais il y avait aussi une série annoncée Spider-Man Noir qui devait arriver sur... C'est ça. Et je crois que Silk, c'est fait par Lord et Miller, hein, il me semble. Ouais. Mais Spider-Man Noir aussi, je crois. Ouais. Et on n'a pas de nouvelles aussi, donc je sais pas si ça avance ou pas. Je crois que ça date en plus de 4-5 ans, hein, ce projet. Hein, ouais, le projet il date, mais il y avait eu des mises à jour, des updates là au début d'année ou fin d'année dernière. En mode ça y est, ça avance tout ça, et ouais, et là c'est à l'arrêt, quoi. Ok, bah écoutez, c'est quasiment fini pour les news. On va juste vous parler de ce dont on va vous parler sûrement plus longuement la semaine prochaine, puisqu'on a la Comic Con Sao Paulo. Donc la Comic Con, un événement ça s'appelle la Comic Con Experience. C'est ça, la Comic Con Experience. On aura plein d'infos sur, par exemple, la série live action Fallout. On aura un panel entier. On retrouvera tous les gros studios, donc Warner Bros qui va ramener le cast de Furiosa à la suite, de la préquelle plutôt de Mad Max Fury Road. Godzilla X Kong de New Empire, Dune 2. Aquaman 2, on aura des panels pour tous ces gros trucs-là. Il y aura Marvel, évidemment, qui... Non, attends, Marvel, c'est pas sûr. C'est pas sûr, ok, je dis de la merde, mais... Ouais. En tout cas, ils seront là... Ouais, il y a les stands, tu vois, il y a les stands de merch, tu vois, mais on sait pas s'ils ont un panel ou pas. Mais il y aurait des
il y a des dates qui sont libres, quoi. Donc peut-être ils vont être là, quoi. C'est ça, il y aura des images de Percy Jackson qui vont être diffusées, qui sort dans un mois après quasiment, ouais. Ouais, ils vont, ouais. Et après, voilà, on aura des panels chaque jour. Il y aura Netflix, je crois le vendredi, qui va venir avec Zack Snyder, qui va rebalancer des trucs sur Rebel Moon à chaque fois. Et puis Amazon Prime, HBO Max vont finir ça. Et je crois qu'il y a Sony aussi qui pourrait venir aussi le week-end. Donc ça nous fera beaucoup d'infos pour la semaine prochaine, je pense, Ista. Oui, bah ouais, on va y avoir du monde. En plus, sur le coup, je regarde, là, il y a rien le dimanche, je crois, dans les dates. Donc non, c'est bon, on aura des choses. Il y a pas des choses qui vont tomber pendant qu'on sera en train d'enregistrer. Donc non, c'est bon. Normalement, c'est bon. Et ben voilà, c'est fini pour les news et les actus de la semaine. On va passer aux sorties de la semaine et on va vous parler de la plus grosse sortie de la semaine, le retour de Ridley Scott, qui revient avec la fresque historique Napoléon. Whose country are we in? Mine. Fresque spectaculaire, Napoléon s'attache à l'ascension et à la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie. Alors, c'est le grand retour de Ridley Scott, du coup, réalisateur de Alien, Blade Runner, Thelma et Louise, Gladiator. Je sais pas combien de films. Il y a beaucoup de films. Depuis 40 ans, voilà, j'ai cité les plus gros, les plus connus, sûrement. Il revient avec un projet qu'il a depuis des dizaines d'années. Il me semble, il en avait parlé. D'ailleurs, que son premier film, Les Duellistes, était déjà situé dans l'ère napoléonienne. Ça parlait pas de Napoléon concrètement, mais c'était situé dans cette ère-là. Il revient avec ce film un peu spécial, puisque c'est un film Apple, et il était destiné aux plateformes, et le film de base devait durer plus de 4h15, 4h30 à la base, et il a été raccourci pour la salle, et on va en parler plus en détail, mais c'est là où tous les problèmes, je pense, du film résident en particulier. Mais déjà, c'est un film qui est plus intime qu'épique, parce que sa bande d'annonce, ça montrait beaucoup les batailles, enfin voilà, c'était pour faire vendre, mais c'est un film très qui va se concentrer beaucoup plus sur la relation de Napoléon avec Joséphine, et malheureusement c'est un peu le point noir du récit. C'est un peu dommage. C'est un peu le gros truc, ouais. Et déjà, je vais commencer par dire un truc, voilà, comme ça on va balayer un truc de revers de main. Le film ne suit pas historiquement exactement tout ce qui s'est passé dans l'histoire de Napoléon et cette période-là. C'est pas grave, hein, c'est un film, ça reste une fiction, même si ça parle d'un fait historique et de faits historiques. C'est une fiction, ce n'est pas un documentaire, il n'y a aucune obligation de coller parfaitement au réel. Donc voilà, il y a des choses qui sont pas historiquement accurate, ce n'est pas grave. Voilà, il y a des choses romancées. Si vous voulez vous inspirer, vraiment vous instruire sur Napoléon, ne regardez pas Napoléon pour vous instruire en tout cas. Lisez des livres, faites des recherches sur Napoléon. On ne peut pas prendre un film comme une réalité, quoi, en tout cas. Enfin bref, c'était juste un petit aparté comme ça. Déjà, le chose qui me frappe, moi en tout cas, la première chose que j'ai vue, c'est la photographie. On est photographie, je sais pas comment ils voient la France, les Anglais, mais c'était très grise. Ouais, c'est très gris, quoi. Et tout le temps très gris, hein, n'importe où, sud, nord, la France est très gris. Il fait jamais beau. C'était la même chose dans le dernier duel. Où, voilà, mais là c'est encore plus gris, enfin encore plus blanc même limite. La photographie, parce que moi je trouve que le dernier duel a une belle photographie, hein, je trouve quand même. Mais c'est très gris et tout, bleuté. Moi je trouve qu'elle était pas mal. Ici il y a vraiment plus de couleurs. Genre vraiment il y a plus de couleurs là. C'est vraiment désaturé à mort, quoi. Il y a quelques scènes avec des scènes de lumière hyper blanche. Moi j'aime bien les lumières hyper blanches qui sont bien, mais c'est vrai que c'est un peu déconcertant de voir ça, parce que je pense que voilà il adapte cette lumière à son personnage principal qui est hyper froid, donc voilà il fait la même chose. Mais je la trouve moins réussie que le dernier duel par exemple. Mais par contre il y a un vrai travail de reconstitution, je trouve, dans le film. Les décors, les costumes, enfin voilà, c'est Ridley Scott, on a l'habitude avec lui, mais là pour le coup c'est réussi. Je veux dire, tous les lieux, toutes les tenues que Napoléon a, en plus il s'est inspiré des tableaux qu'on a, enfin de ce qu'on savait de lui, et vraiment, enfin voilà, j'ai vraiment l'impression de voir des tenues napoléoniennes, voilà, vraiment dans le film, quoi. Il y a un vrai travail aussi sur les effets spéciaux, les effets pratiques.
Enfin voilà, c'est, je pense qu'il y a des effets spéciaux numériques, je les vois pas. Et tous les effets de sang, au niveau des batailles surtout, bah moi je trouve que c'est impeccable pour le coup. Voilà. Et le gros point fort du film, c'est les scènes de bataille. Il y en a 3 dans le film, plus ou moins longues. On a la bataille de Toulon au début qui est pas très longue. Dans la bataille d'Austerlitz, c'est la bataille de Waterloo, du coup, qui est la dernière bataille, qui sont beaucoup plus longues pour le coup, qui font bien 10-15 minutes même, et qui sont vraiment bien faites, je trouve, parce qu'il arrive vraiment à donner de l'ampleur à ses batailles. Il gère super bien les espaces. Il utilise ses espaces, j'allais dire son décor, mais plutôt son environnement dans ses batailles, et ça marche super bien, quoi. C'est hyper violent aussi le film, genre vraiment il y a des scènes, il y a un moment où il y a un cheval qui se prend un boulet de canon, enfin il se prend un boulet de canon dans le torse, il explose, quoi. Il y a des trucs comme ça. C'était violent ça. Mais il y a même la scène, enfin il y a une scène qui est d'une violence, c'est au moment où il y a des royalistes qui s'insurgent entre guillemets, et Napoléon tire sur les royalistes. Les royalistes français, et ils explosent, quoi, et on voit même une dame qui a sa jambe défoncée par terre, qui essaie de ramper et de s'enfuir dans le sang. Enfin, c'est hyper violent, c'est hyper bien représenté. Il y a des scènes, moi j'aime beaucoup la bataille d'Austerlitz, je trouve que c'est la meilleure du film, où ils sont vraiment sur de la glace. Je vais pas spoiler ce qui se passe sans spoiler des événements historiques, ça me fait rire. Voilà, et en gros il y a du sang qui se mêle à l'eau, et on a des images sous l'eau qui sont magnifiques. Enfin voilà, Ridley Scott il arrive bien à faire des très beaux tableaux, très beaux cadres, voilà, chargés de symbolique aussi. Donc je trouve que ça marche super bien, ça. Mais malheureusement c'est un peu tout, quoi, ce qu'il y a dans le film qui marche bien, parce que le film il est charcuté au montage, et il y a tellement d'éclipsage dans le film que c'est hyper frustrant, quoi. On passe de séquences à d'autres séquences, mais on n'a pas du tout la notion du temps, je trouve, tu vois. Il y a beaucoup de problèmes de rythme, surtout plus on avance dans le récit, plus il y a des problèmes de rythme. Moi j'aime bien le début, j'aime pas bien le début, mais je trouve que le début ça va, mais c'est vraiment là toute la relation avec Joséphine qui est très bizarre. Même la fin de sa relation avec Joséphine, comment elle finit, enfin ça passe trop vite. On sent qu'il y a des trucs qui sont éclipsés, qui sont pas développés, quoi, et on sent bien que le film devait faire 4 heures, et on a l'habitude avec Scott qui fait parfois des versions longues qui sont les vraies versions de ces films. Et comme les fait avec Kingdom of Heaven, ouais. C'est ça, Kingdom of Heaven, qui avait été conspué en salle, et après apparemment la version longue est beaucoup mieux, faut que je le vois, mais en tout cas ça avait l'air pas mal. J'ai pas mal parlé, je reviendrai sur Napoléon et Joséphine juste après, mais je vais te laisser la parole. Mais juste, tu penses quoi du fait qu'il parle pas français dans le film, toi? Est-ce que ça te gêne? Bah en fait ça m'a pas spécialement gêné, mais il y a quand même un truc bizarre, c'est qu'à un moment il y a des mecs qui disent vive la France, tu sais, avec un accent anglais. Et c'est très bizarre. Et aussi bah ouais, tu vois qu'il y a des mecs qui parlent en anglais, puis tu vois des panneaux avec écrit liberté, égalité, fraternité et tout. Ouais. Donc il y a une espèce de dissonance bizarre, je trouve, à certains moments du film. Moi c'est surtout au moment où ils affrontent les Anglais, en fait, parce qu'à la fin t'as la bataille de Waterloo avec les Anglais, où il y a le, oui, c'est vrai, je sais plus comment il s'appelle, le caporal et tout, mais en fait il parle anglais aussi, tu vois, mais juste il parle anglais avec un accent anglais, quoi, tu vois, mais genre du coup ça fait très bizarre, tu vois, d'avoir ça. Après voilà, je pense que c'est une question de suspension d'incrédulité, tu vois. Moi en fait, si j'accepte pas que le film, tu sais, qu'il y a des Anglais qui peuvent faire un film en anglais sur des Français, on va plus s'en sortir dans le cinéma, où chaque fois qu'on va voir des personnes. Il y a eu ça en France, je pense, des films français historiques où tout le monde parle en français et que c'est contre les Anglais. Oui, mais après les Américains, ils sont quand même spécialistes de ça, de ces trucs-là, tu vois. Mais voilà, moi, ma suspension d'incrédulité, elle va au-dessus, enfin, elle passe quand même, tu vois. Genre, je suis pas. Ça me sort moi, pas c'est du passé film, aussi, c'est juste, ouais, pareil, sur le coup. Mais c'est juste le vive la France, alors qu'ils parlent tout en anglais, tout d'un coup, il y a des mecs qui disent vive la France, c'était très bizarre. mais sinon, ouais. Je trouve, le film est beau. Enfin, il est bien filmé. Je trouve très très bien filmé le film, ça. Pour voir, Scott, il a toujours eu la science des images. Il vient de la pub, il fait des belles images. Clairement, on est d'accord. Les décors, ouais, les décors sont jolis. Il y a des très beaux costumes. Moi, je me rappelle d'une scène où je trouve que les décors où il y a beaucoup de monde dans une église, et c'était vachement beau. Ouais, là, tu parles de la couronation de Napoléon, ouais. Ouais. Elle est vachement bien, cette scène aussi. Enfin. Il y a le fameux tableau où il y a le couronnement de Napoléon, et ça reprend exactement ce qui s'est vraiment passé, mais voilà, il le met vraiment en image, et il fait des images sublimes avec la figure de Napoléon, pour le coup. Ouais, ça c'était plutôt joli et tout, mais sinon moi je trouve les batailles, je les trouve vraiment trop courtes, quoi. J'ai l'impression qu'elles durent 5 minutes vraiment, j'ai l'impression que ça commence et que ça se finit, quoi. C'est très bizarre. Ok.
Genre, ouais, j'ai trouvé ça vraiment trop court. Je ressens pas de souffle épique ou quoi. Bon, je sais pas. Je trouve pas ça je les ai pas trouvés ouf, pas très intéressant. Et ouais, t'as raison sur le rythme un peu chelou. En fait, j'ai l'impression, des fois, il y a des moments où ils te mettent une date. Il se passe un truc et ça part dans une autre date, genre des années après. Genre des fois c'est juste pour un truc. C'était très étrange, je trouve. Enfin, on sent que c'est coupé et qu'en fait ça va vraiment à l'essentiel direct, quoi. Voilà. Et sinon, ouais, bah le gros du film, c'est la relation Napoléon et Joséphine. Et en fait, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Je me suis un peu ennuyé en vrai pour te dire. Même si Vanessa Kirby joue bien, tu vois. Moi, je retiens quand même Vanessa Kirby. Je trouve qu'elle joue très bien son rôle. Mais après, ouais, ça m'a pas. J'ai pas trouvé ça super intéressant et voilà. J'ai pas grand chose à dire sur le film. Je trouve qu'il raconte pas grand chose. Et, je me suis un peu fait chier. Ouais, moi je pense que la relation avec sa femme, elle aurait mérité mieux. Enfin, en fait, moi c'est là où je sens les plus grosses coupures, je pense, du film. Ouais. C'est sur cette relation, en tout cas sur le personnage de Joséphine. Mais en fait, j'aime bien l'approche qu'il a, qui est une approche très anglo-saxonne de Napoléon, parce que bon voilà, Napoléon est pas vraiment mis en valeur dans le film, faut le savoir, oui. Quoi. Il est plutôt malmené, même très humilié dominé par sa femme, voilà, à chaque fois il a un moment où il est ridiculisé, quoi. Il galère au bout d'un moment à monter son cheval. Au moment où il croit faire une chevauchée épique, voilà, il se fait renverser, quoi. Et ça montre, entre guillemets, comment son impuissance, entre son envie de dominer, d'impressionner sa femme, va le pousser à faire va mener à la mort de beaucoup de gens, quoi. Après, c'est pas quelque chose d'étonnant, hein, dont chez Ridley Scott, il a tendance à malmener, à déconstruire certains mythes. Voilà, depuis une dizaine d'années, c'est un peu son dada. C'est vrai que c'est déjà ça, ouais. Prometheus et tout, c'était ça. Dans Exodus, il a fait un film qui s'appelle Tout l'argent du monde, c'est un peu ça aussi, voilà. Même House of Gucci aussi. Enfin voilà, ouais. Depuis une dizaine d'années, c'est ça, quoi. Et bah c'est mené par Joaquin Phoenix, quoi, qui joue un genre de mec complètement ridicule. Il est bizarre, hein. Moi je trouve que c'est bizarre son jeu. Ouais, bah moi je trouve qu'il joue bien le bouffon. Enfin, genre il est fait pitié. À chaque fois je vois, je dis putain, il est vraiment ridicule ce mec, tu vois. Et enfin vraiment jusque dans leur intimité, dans des scènes de sexe qui sont mais d'une cringeance pas possible, quoi. Il est vraiment ridicule, quoi. Parce que bon bah il se fait dominer physiquement, entre guillemets, parce que Vanessa Kirby, on va dire, elle a une posture, bah déjà elle est plus grande que lui et elle a une posture, enfin elle est beaucoup plus classe, entre guillemets, que lui, et lui il est je sais pas, il est tout ouais, lui il a son chapeau, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va pas bien. On dirait que son chapeau il le tasse complètement, il est complètement enfin voilà, tout petit par rapport à ça, quoi. Et voilà, ouais, c'est un point de vue assez anglo-saxon du personnage, parce que bon, nous en France, il y a pas tout le monde, mais voilà, il y a une partie de la France qui vénère presque Napoléon, en tout cas qui ont grande estime de lui, alors que le monde entier, ils ont plutôt une vision très négative de lui, quoi. En tout cas, c'est un tyran un peu sanguinaire, tout ça, quoi. Et on montre quand même son intelligence militaire à certains moments, surtout à la bataille d'Austerlitz, voilà. Ouais. Mais voilà, il est toujours un peu ridicule. Il y a un problème un peu de casting aussi, parce que genre l'histoire elle se passe sur plus de 30 ans, je crois. Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby, ils vieillissent pas du tout. Enfin, tu sais, ils ont la même tête du début à la fin. Voilà. Après, je crois que dans la réalité, Vanessa Kirby, elle est censée être plus vieille que bon. Après ça, je m'en fous, tu vois. Mais dans le film, je sais que 30 ans s'est passé. Je vois pas que les deux personnages ont passé 30 ans. Enfin, clairement pas, quoi. Et Vanessa Kirby, je la trouve super, mais complètement sous-exploitée, quoi. Enfin, là, je pense qu'elle aurait mérité beaucoup mieux, et je pense qu'elle a beaucoup plus dans la version longue, que je pense je reverrai parce que ça m'intéresse, tu vois. Mais c'est un peu dommage. Ouais. Quoi. Et on sent que la vision féminine, en tout cas, est très importante dans ce film, puisque c'est celle qui va driver un peu tout ce que va faire Napoléon. Et de toute façon, les visions féminines, ça a toujours été très présent dans le cinéma de Ridley Scott, depuis de toute façon, il a fait Alien, il a fait Thelma et Louise. Même son dernier, le dernier duel, c'est... Ouais, son avant-dernier. Le dernier duel aussi, la vision féminine est la plus importante des visions du film, d'ailleurs. Peut-être même un problème dans le film, et voilà, quoi. Dernier, c'était House of Gucci? Ils sont sortis un mois de différence, donc bon. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, tu me fais... c'était Lady Gaga, le perso principal, non?
Oui, enfin en tout cas c'était un truc un peu choral, mais oui de toute façon il y a souvent une vision féminine importante, enfin plus que dans beaucoup de réalisateurs masculins en tout cas. C'est vrai. Dans ces films. Et voilà, j'ai pas trop de trucs à ajouter parce que le film est pas complet déjà. C'est un peu dommage. Il y a un peu ce truc là. Bon, voilà, je pense que c'est un film malheureusement qui va contenter personne pour le coup. Voilà, donc il y a des belles images de temps en temps. Voilà, il y a des beaux trucs, mais c'est un film un peu incomplet pour le coup, pour ma part, je dirais. Ouais, moi je sais même pas si je regarderai la version longue, mais là je suis pas convaincu, je t'avoue. Ouais, je comprends. Je crois qu'il contente vraiment personne, ce film. Je crois que les Américains ils aiment plus que nous en France, quoi. Mais je sais pas. Je pense pas qu'ils auront beaucoup de nominations, par exemple. Peut-être il aura l'acteur principal nomination avec Joaquin Phoenix, mais j'y crois pas trop. Je sais pas. Je vois pas ce film avoir des nominations, mais après le film il a l'air on en reparlera, mais il cartonne bien au box-office, donc peut-être les Américains vont quand même le nominer dans certains trucs. Ouais, parce que les Oscars, ils regardent aussi un peu le succès du film au cinéma, donc. C'est ça, ils aiment beaucoup les films. Enfin, en tout cas, les films qui ont du succès, ils sont souvent nommés, donc. Donc voilà. Et voilà, c'est ce qu'on a à dire sur le dernier Ridley Scott. C'est pas fameux, mais bon voilà, depuis 10 ans de toute façon Ridley Scott c'est pas c'est pas fameux. C'est pas fameux en tout cas pour ma part. Et on va passer à un autre film, un film français, un film d'animation, un film de SF. Et oui, on va vous parler de Mars Express. C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot. On a bien vu ce que ça donne des robots lâchés en liberté. Écartez-vous! Missile! J'arrive, Aline! En l'an 2200, Aline Ruby, détective privée obstinée, et Carlos Rivera, son partenaire androïde, sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. De retour sur Mars, une nouvelle affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis, la capitale martienne, à la recherche de Jun Cho, une étudiante en cybernétique disparue. C'est peut-être J.K. Rowling qui a fait le nom de John Cho. Pourquoi? Je comprends pas. Parce qu'elle a fait des noms très caricaturales dans ses Harry Potter. Et j'avoue que John Cho, pour une, je crois, voilà, bon. Enfin bref, on s'en fout. Ouais, voilà. Du coup, un film de Jérémy Perrin, je crois que c'est son premier long métrage. Il avait fait la série Last Man. C'est ça. Tu l'avais vu, toi, la série Last Man? Ouais, j'ai vu parce qu'il a pas fait il y a une saison 2 qui est sortie là, mais il a fait que la 1, il a pas fait la 2. Et la 1, je l'ai vue, ouais. Ouais, c'était vachement bien. C'était vachement bien. Il reprend un peu le même style d'animation ou? Je trouve que c'est un peu différent. Ouais, non, c'est un petit peu différent quand même, je trouve. Ok. Après, j'ai écouté un peu des interviews de Jérémy Perrin là, il disait que, en fait, à la base, on lui avait proposé la saison 2 de Last Man et qu'il avait dit non, parce qu'en fait, Last Man, faut savoir que c'est une adaptation d'une bande dessinée qui existe. Donc, il disait qu'il était vachement limité, il pouvait pas faire exactement ce qu'il voulait, tout ça. Il avait des contraintes, quoi, et donc il avait refusé la saison 2. Et il avait dit, moi, j'ai envie de faire mon propre truc. Et il a fait Mars Express. Ouais, c'est ça, un film de SF d'animation français, donc je crois pas qu'il y en ait masse. Non. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup en France. Déjà, les films d'animation en France, il y en a... Bon, s'il y en a qui sortent quand même chaque année, mais de films adultes, entre guillemets. On a des gros studios français d'animation. Ouais, mais des films français adultes, tu vois... d'animation, tu vois, je pense qu'on en compte une poignée par an, tu vois, vraiment, je pense. Ouais, et alors de SF, alors là, je pense qu'on l'a encore moins, tu vois. Et peut-être que les films genre Le Sommet des Dieux ou des trucs comme ça, c'est un peu ouvert la voie aussi à des films d'animation plus adultes, enfin en tout cas pour le public, en tout cas. Et ouais, qu'est-ce que t'as pensé de ce film de SF, Ista? Toi qui aimes bien la SF et toi qui aimes bien les films d'animation. Et qui aime bien Jérémy Perrin. Ouais, non c'est super, très très cool. C'est super l'univers qu'il a fait. Alors ça reprend un peu de tout ce qu'on connaît, les Blade Runner, les Ghost in the Shell, mais ça marche super bien. Je trouve qu'il a créé un vrai truc, il y a une vraie cohérence, tout ça. Enfin, tout l'univers qu'il a créé, il y a des termes comme souvent en science-fiction, voilà, ça parle de déplombage, de takeover, il y a plusieurs termes comme ça. Et ça marche plutôt pas mal. Il y a des personnages plutôt très cool. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Carlos, qui est en gros le second rôle, quoi, qui est le partenaire du personnage principal, qui est Aline Ruby. Et en fait, le film, c'est un film d'enquête, un peu comme Blade Runner. C'est une enquête policière.
dans cet univers-là, donc sur Mars, donc dans un univers où l'humanité a conquéri Mars, et bah là, l'histoire, elle est super bien écrite, elle est vachement prenante. On est toujours intéressé par ce qui se passe, par l'intrigue, tout ça, elle est très bien écrite. L'animation est très cool, il y a des bonnes scènes d'action, il y a des très bonnes idées sur les personnages, sur les robots, sur les designs, il y a des trucs très originaux. Il y a une musique plutôt sympa, qui fait très SF de ce genre-là, hein. Voilà, la Mass Effect, tout ça, je dirais. La Blade Runner, Mass Effect, tout ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a des références aussi, que c'est assez drôle, et des voix. Quand on connaît certains youtubeurs ou certaines émissions, c'est assez drôle à remarquer. Il y a un bon rythme aussi, on s'ennuie pas. Le film, après, il est pas long, mais ouais, il est juste bien. Moi, je trouve que le rythme, il est parfait. J'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose à la fin du film, donc je le trouve très bien. Je donnerais juste un bémol sur le doublage, sur certains personnages où ça manque un petit peu d'émotion, mais sinon, dans le global, non, plutôt convaincu, plutôt à mon film, voilà. Toi, qu'est-ce que t'en penses? J'ai détesté moi. Non, je rigole, j'adore. j'ai beaucoup aimé le film. Après, t'as dit, il y a 50 000 références, voilà, c'est un univers cyberpunk déjà, donc forcément Blade Runner vient sur la table. Mais il a ce côté film noir, thriller, qui avait Blade Runner, donc voilà. Inspiration, voilà, c'est un film d'animation dans un univers cyberpunk avec des robots, Ghost in the Shell, voilà, c'est bon, ça coche. On a plein de trucs. Mais je crois que c'est aussi beaucoup d'autres films de Mamoru Oshii, mais je les ai pas vus, genre Pat Labor, ou je crois qu'il y a pas. Je crois qu'il y a aussi des refs à du Anno qui a fait Evangelion, par exemple. Oui, après je pense que voilà, il y a une inspiration japanime pour moi aussi bien assumée, tu vois. Mais même s'il y a plein de références, il est pas noyé dedans non plus, tu vois. Le film, je trouve, il arrive à avoir quand même sa propre identité. Ouais, il les a bien dosés, je trouve. Hein. Juste par exemple le trait, parce que le trait, il est très réaliste, mais très réaliste à la française. Je sais pas comment dire, mais il y a un peu franco-belge. Voilà, tu vois, genre BD franco-belge. Tu vois, ça ressemble pas du tout à de la japanimation dans l'animation en tout cas. Tu vois, moi je pense pas du tout à ça, quoi. Et visuellement, je trouve ça incroyable parce qu'ils ont réussi à faire, parce qu'on arrive entre guillemets à comprendre tout l'univers en fait qui est dépeint, mais pas par de l'exposition, par de la surexposition des dialogues, mais juste par à travers ces personnages et visuellement. En fait, tu vois, t'as des choses où tu te poses pas vraiment la question, en fait. Enfin, où tu te poses la question 2 minutes et c'est répondu, mais pas par un personnage, mais juste par une certaine manière de mettre en scène les choses, tu vois. Il y a un moment où il y a un personnage qui parle dans la tête d'un autre personnage d'un coup, tu vois. Et tu sais, d'un coup, tu fais, oh, qu'est-ce qui se passait, quoi? Et en fait, tu comprends direct que c'est un appel entre eux. Tu vois, et dans ce monde-là, tu peux t'appeler, entre guillemets, pas par télépathie, mais en gros, t'as je sais pas comment dire, mais quand ils arrivent pas à se parler, ils disent j'entends rien, et puis après, elle le met dans une conversation. Oui, voilà, en fait, tu peux avoir des appels privés avec ton esprit, en fait. Et tu le comprends très rapidement, en fait. Ce truc-là, ils ont pas besoin d'expliciter. Donc, en fait, il y a cette technologie-là qui te permet de faire des trucs et ci et ça, tu vois. Et voilà, ils arrivent vraiment à rendre cet univers palpable et compréhensible. Et en vrai, il y a des vraies idées originales, dans le design de certains robots, ce genre de trucs. À l'image de cet androïde qui nous accompagne, Carlos, qui est genre un androïde mais qui est daté. Donc il a un design d'androïde et en fait sa tête c'est un hologramme, et en fait il y a des superbes images d'ailleurs avec le fait que sa tête soit un hologramme, où il y a des genres de surimpression avec son visage sur je crois que c'était sur la photo d'une personne. Enfin bref, il y a pas mal d'idées de mise en scène comme ça qui sont vachement belles. Et voilà, et le film se passe en grande majorité sur Mars. Ça débute sur Terre, mais ça se passe en majorité sur Mars. Et il arrive vraiment à donner une vie à Mars, quoi. Il y a plein de différents lieux, d'éléments du décor on sent que la ville, entre guillemets, sur Mars vit, quoi. Une ville, en plus, très artificielle, hein, à l'image de ce faux soleil, ce faux ciel bleu, qu'il n'y a pas sur Mars, évidemment. Et voilà, et je trouve qu'il arrive vraiment à nous embarquer dans cet univers avec une enquête franchement qui est palpitante pour le coup. Il y a une superbe tension qui accompagne tout le film, qui est menée par cette musique que t'avais dit, qui est à la fois qui nous tend et en même temps qui nous transporte dans un univers de SF. Il y a du synthé, il me semble, dédicace à Carpenter, le roi du synthé, mais voilà, moi ça m'a fait penser à ça, quoi. Et voilà, le scénario,
oui, l'enquête, voilà, c'est des trucs qui sont sûrement déjà vus, c'est pas non plus, voilà, ça réinvente pas la roue, mais c'est très bien fait quand même, tu vois. C'est un thriller d'enquête déjà vu, mais bien raconté. Donc moi, ça me dérange pas, tu vois. Et voilà, après il y a des thèmes, voilà, qui vont peut-être saouler les gens dans le sens où c'est des thèmes récurrents, le rapport cohabitation entre humains et robots, qui sont très des thèmes cyberpunk, en tout cas, voilà. Mais je trouve que il en fait pas trop. Et voilà, il arrive quand même à te déployer une histoire intéressante dans 1 heure, même pas 1h30. Voilà, je trouve que c'est quand même bien fait, quoi. Et de toute façon, il y a aussi des scènes d'action aussi qui sont hyper bien faites, hyper bien découpées et animées. Il y a une course-poursuite, surtout au début, qui te met directement dans l'ambiance, qui est une influence très Japanimation pour moi dans ses effets. Il y a certains effets de ralenti, par exemple, qui sont très tirés d'animés japonais, en tout cas moi j'ai pu voir. Et voilà, ouais, moi je trouve que c'est un super film. J'ai envie juste que les gens aillent le voir. Voilà, il y a des super personnages aussi qui ont une vraie identité, pas que les 2 personnages principaux, que je vais revenir dessus tout de suite, mais il y en a d'autres. Tous les autres personnages, on a l'impression qu'ils vivent en dehors de cette histoire, quoi. Je pense à un certain professeur à un moment, ou alors une criminelle, entre guillemets, mais enfin voilà, il y a des personnages assez intéressants autour de ça, quoi. Et après voilà, c'est transporté par un duo d'enquêteurs hyper attachants, mais pas tout blanc. Voilà, on a ce personnage de Carlos, qui est le meilleur perso du film pour moi, qui est un androïde, et en fait ils ont mis la conscience d'une personne qui est morte dans un androïde, et en fait ça amène des questionnements intéressants sur le fait de est-ce qu'il est encore Carlos ou est-ce qu'il est plus Carlos, parce qu'il y a tout un rapport avec sa femme qui est compliqué, où on voit que le personnage est pas tout blanc, il était pas tout blanc, mais est-ce que c'était lui, en fait, entre guillemets, est-ce qu'on peut dire que la mauvaise personne qu'il était, c'est lui ou pas, tu vois, parce que c'est plus lui, mais entre guillemets c'est sa conscience. Enfin bref, il y a plein de questionnements intéressants. Oui, parce qu'on apprend qu'il a fait des choses pas très cool avec sa femme. C'est ça, voilà, et pour pas en révéler. Et voilà, voilà, c'est pas un personnage tout blanc, mais il est hyper attachant. Et pareil pour le personnage de Aline, du coup, qui est joué par Léa Drucker, qui a des problèmes d'alcool. Qui a des gros problèmes d'alcool, et ça révèle des parts de son personnage hyper intéressant, parce que elle paraît hyper froide au début, et enfin voilà, l'alcool va un peu la débrider et tout, et voilà, le film est très drôle aussi, hein. Il y a pas mal d'humour, un peu oui. Pince sans rire. Je serais pas comment définir un peu cet humour-là, mais voilà, c'est un peu comme ça, sur d'humour, et qui allège un petit peu le récit, voilà, qui est vraiment fun à suivre, quoi. Et pareil que toi, il y a juste des doublages un peu hasardeux de temps en temps sur le film, voilà. Et Léa Drucker, c'est un choix très très bizarre, je trouve. C'est étrange, ouais. Comme actrice principale, elle s'en sort pas trop mal, hein, mais c'est vrai que c'est très bizarre d'avoir Léa Drucker, qui est une actrice de drame français que moi j'aime beaucoup, hein. Qui avait fait Jusqu'à la garde, qui est super, un film français sur sur un divorce et entre guillemets un parent violent, tu vois, et qui est hyper bien fait. Et elle était aussi sur l'été dernier aussi, cette année, qui est un drame bourgeois, mais qui est vraiment bien, je vous promets, qui est pas nul, un drame bourgeois avec des réflexions. Voilà, je m'écarte du sujet, mais voilà, c'était pour recommander d'autres films français. Et voilà, moi je trouve que c'est une histoire très bien racontée dans un univers hyper bien animé, un univers de SF français. Enfin voilà, d'animation, c'est pas tous les jours. Peut-être petit bémol sur le fait que il y a des trucs que j'ai vu venir, mais franchement c'est plus juste pour chier dans la colle, clairement, quoi. Le film est... De toute façon, je pense que tu peux pas y couper quand tu fais un film comme ça, que t'as des trucs que tu vois venir. Enfin, je sais pas. Ouais, voilà, c'est dans l'enquête, parce que l'enquête, voilà, c'est une enquête que tu peux déjà avoir vue, mais elle est quand même passionnante à suivre, quoi, parce qu'elle est traversée par des très bons personnages. Mais voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est aller voir ce film, aller soutenir ce film. C'est très très bon. Ouais, c'est pas souvent. Ce serait bien qu'on ait d'autres comme ça qui arrivent au cinéma. Donc ce serait important d'aller le voir. Voilà. Bah peut-être que ça va peut-être impulser un cinéma de SF, d'animation en France, tu vois. Donc à voir. Je sais pas, mais ça serait cool. Du cinéma qui nous prend pas pour des cons. Voilà, on aime bien. Exactement. Et voilà, puis on va passer à un format sériel. On va parler de l'épisode 4 et de la fin de la mi-saison. Et oui, parce que c'est déjà la mi-saison. On va vous parler de l'épisode 4 d'Invincible. People of Earth, the more you resist, the worse this gets. And if you think you can stop us, don't forget, I'm... Ça fait un bail, tel est le titre du dernier épisode d'Invincible. Alors on avait laissé Invincible à tout un tas d'intrigues secondaires la dernière fois, et cette fois-ci il nous revient, et la fin de l'épisode dernier
montrer Invincible qui arrivait sur cette planète avec plein d'insectes très bizarres et qui on voyait son père Omni-Man et tout cet épisode va tourner autour de ça quasiment, d'Omni-Man qui retrouve son fils du coup Invincible et en parallèle on va suivre d'autres intrigues sur Terre et voilà c'est déjà la mi-saison pour Invincible, on en reparlera juste après d'avoir donné notre avis sur cet épisode. Alors qu'est-ce que je pense de cet épisode? Cet épisode il commence quand même super bien. Faut dire la vérité. On retrouve Omni-Man du coup qui on va avoir un genre de séquence de montage musical. Oui, super. Sur Nick Cave. Tu connais Nick Cave? De nom. Non, moi je connais pas Nick Cave. Je faisais le mec, mais je ne connais pas du tout Nick Cave. Mais en tout cas, c'est une musique sur une musique de Nick Cave où on voit qu'il traverse la galaxie en mode déprimé. Et en plus, je parlais de sa barbe avant. Oui, tu sais, je disais dans l'épisode dernier, putain, il a juste laissé sa moustache et effectivement, il se laisse pousser la barbe dans ce moment-là, quoi. Donc, il a vraiment une barbe, Omni-Man. Et voilà, oui. Il y a il y a un truc parallèle avec Debbie, qui a une intro pareille. Oui, plus tard on retrouve un montage musical avec Debbie plus tard aussi. Et cette intro musicale, je la trouve hyper cool parce qu'on montre que le mec est un peu dépressif, qui sait plus ce pour raconter de sa vie et ça donne des superbes images, les meilleures images de l'épisode. Au bout d'un moment, on croit qu'il va limite se suicider parce qu'il va rentrer dans un trou noir. C'est très étrange, tu vois. Et après il dit putain il y a des gens, je vais les sauver. Et en fait le fait qu'il les sauve, ça va un peu redonner un sens à sa vie entre guillemets. Je sens que t'as envie de parler, Ista, je vais te laisser la main. Je sens que t'as envie de parler d'Omni-Man. Vas-y, dis-nous ce que t'en penses d'Omni-Man. Non mais le truc c'est qu'il s'est barré. En fait, il a pas fini sa mission qu'il devait faire pour les Viltrumites. Donc en fait il se barre quoi et en fait il a plus, comme je disais, il a plus de sens dans sa vie quoi. Et il sait plus quoi faire et donc là on va le retrouver sur une autre planète et donc et bien ensuite on va retrouver Marc et qui va il y a le dialogue qui est plutôt sympa entre les deux qui est bien joué je trouve par Steven Yeun et tout. Il y a eu des vidéos de doublage là, je sais pas si t'as vu, elles sont vachement cool. Il joue bien. Il y a une bonne confrontation entre lui et Omni-Man, je trouve ça sympa parce que Marc il est content de le voir, tu vois, au début il fait un câlin parce que c'est son père, mais en même temps il est en colère parce que c'est Omni-Man et que c'est un peu un connard, tu vois. Il a tué du monde quoi. Ouais. C'est ça, donc voilà. Et les révélations elles m'ont tué. Les révélations de voilà ton frère. Ah d'accord, OK. Moi ça m'a un peu choqué. Ça pour le coup, mais je trouve qu'il y a un truc un peu bizarre. C'est que genre le changement de Omni-Man, je le trouve trop brusque en fait. Enfin, c'est pas genre il change trop rapidement, tu vois. Moi j'aurais aimé plus d'un épisode. D'ailleurs sur toute cette intrigue, j'aurais aimé plus d'un épisode. Pour le coup, pour vraiment montrer le changement d'Omni-Man vers autre chose, parce que là c'est trop soudain, même le fait qu'il se rebelle contre l'Empire, quoi, l'Empire Viltrumite et tout, alors que la dernière fois qu'on l'a laissé, il a vite fait, il a pas tué son fils, il est reparti, mais quand même, tu vois, alors là c'est un gros revirement et je trouve que c'est un peu balancé assez rapidement quoi. Et voilà, j'aurais aimé voir un truc plus développé qui l'amène à ça pour le coup. Qui se rebelle contre Viltrumite à partir du moment où il s'est barré de la Terre, il s'est rebellé contre les Viltrumites. Oui, mais en fait il s'est barré de la Terre au moment où mais en fait la dernière fois qu'on l'a laissé, il était quand même pro Viltrumite. Enfin, il était en mode Marc. Est-ce que tu peux penser une seconde? C'est le fameux même là. Mais il se barre à la fin, donc. Oui, il se barre à la fin parce qu'il a pas envie de tuer son fils. Mais là, quand même, on se retrouve dans un moment où il est en mode, j'ai refait ma vie, je suis quelqu'un de bien et tout. Je suis en mode, c'est peut-être un peu trop rapide quand même, Monsieur Omni-Man. Vous êtes quand même. Il dit ça. Oui, Marc, il a du mal à accepter ça directement, et ça je comprends, mais le côté d'Omni-Man qui a changé, je comprends. Enfin, c'est trop rapide pour moi. Ils auraient dû développer ça plus longtemps, quoi. Parce que là, c'est un épisode, le mec a changé de bord et tout, et il affronte des Viltrumites et tout, et je sais pas, c'est trop rapide pour moi. Ah non, moi je peux voir, parce que, il y a quand même un gap de temps où on l'a pas vu, quoi, donc. Oui, mais genre, tu peux pas me résumer. Pareil, je sais pas, moi ça me dérange pas. Genre tu me le résumes sur un montage qui est très sympa au début, mais je sais pas, pour moi c'est trop, il est passé trop vite du côté pro Viltrumite à filtrer la Terre en mode non, je me rebelle contre tout mon empire. En fait, j'aurais aimé que le début de cette saison parce qu'on suit Omni-Man en mode dépressif qui est en mode j'ai plus rien dans ma vie et tout, ça aurait été sympa, tu vois. Bon, après ça aurait gâché l'effet de surprise, mais bon, pour le coup, j'aurais bien aimé voir ça, quoi. Et qu'est-ce que tu as pensé des combats,
combats étaient cool, ils étaient violents. Il y avait des boyaux un peu qui pendent. C'était intéressant. Il se tape psychopathe pendant l'interrogation. Exactement. Ouais, il y a même il y a une planche qui est reprise là, ils l'ont bien reprise parce qu'il y en a qui ont fait la comparaison avec le comics. Où tu vois le comics, t'as plein de petites cases mais t'en as beaucoup et t'as un dessin au milieu. Et leur prise, on fait un espèce de montage qui va très vite et qui est plutôt bien foutu non, ils ont plutôt bien fait le truc. Après l'animation elle est un peu rigide quand même, je trouve, dans Invincible, mais bon, ça me dérange pas tellement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, elle a pas trop changé, l'animation d'ailleurs. Non. Entre les saisons, c'est à peu près la même. Après, là, il y avait eu un teaser, tu sais, pour la saison 2. Ouais. Et il était pas animé pareil. Et en fait, c'était un studio français qui l'avait fait. Et il y en a pensé que ça allait être comme ça, mais en fait, bah, pas du tout, ça ressemble à la une, quoi. Et c'était mieux, enfin, ton avis? Ouais, c'était plus fluide. C'était plus fluide, ok. Après, pour le coup, les combats, je trouve qu'ils se sont donnés quand même. Dans l'animation là des combats, quand même, c'est extrêmement violent. C'est des combats à hauteur de Viltrumite, quoi. C'est des mecs, des Superman qui se tapent sur la gueule, quoi. Des combats de Dragon Ball, les mecs se balancent à l'autre bout de la montagne et tout. Enfin voilà, c'est c'est hyper violent et on voit vraiment la supériorité physique et des Viltrumite, tu vois, dans cette bataille, quoi. Parce qu'en plus, on n'en voit que 3, et je pense pas que c'était les plus grands guerriers de Viltrumite, et déjà, ils castagnent, tu vois, les mecs, hein. Quand même, tu vois. Ouais. Et j'adore aussi le fait que Marc, on voit son vrai potentiel aussi, tu vois, dans ce combat. Mais ce qui va mener, je pense, à quelque chose d'un peu spécial plus tard, c'est qu'en mode, son père, il lui dit, frappe pour tuer, et au moment où il le fait vraiment, il commence à prendre l'avantage. En mode, Marc, c'est quand même, si le mec, parce qu'il se retient un peu parce qu'il est c'est invincible et il est en mode je suis gentil quand même, tu vois, et qu'il veut pas tuer les gens, il refuse de tuer. Si le mec se mettait à tuer les gens, il serait beaucoup plus fort, quoi, tu vois, et je pense que ça sera ouais. Non mais si tu regardes Marc, généralement il fait plus sauver les gens, tu sais, genre tu sais, aller les sauver pendant qu'il y a des trucs qui se détruisent ou des trucs comme ça, que ouais, c'est un Superman, un sauveur, tu vois. C'est un peu, qu'est-ce que ça se passerait si Superman se mettait à vouloir buter les gens, quoi. Ouais, tu vois, c'est un peu ça, et je pense que oui, là du coup il commence à prendre l'ascendant sur la meuf qui le maltraite là, la Viltrumite qui le maltraite depuis le début, quoi. Et ouais, ce côté-là, moi j'étais à fond pour voir ce qui se passe, quoi. Et la fin, et elle, bon, voilà, elle est pas subtile du tout, Omniman. Regarde les bouquins, regarde les livres. Ok, il va aller lire les bouquins que Omniman a laissés sur Terre. Il va sûrement trouver des choses. On a capté, mec. Et bon, bref, quoi. Et on voit l'Empire Viltrumite pour la première fois. Enfin, on avait vu vite fait des images, mais là, on voit vraiment un général avec un œil de verre, là, parler, qui a l'air chaud et qui lui dit, met un coup de pression en mode, t'as intérêt à nous préparer le terrain, parce que sinon on va te régler. Sinon on va régler tout le monde. Oui, donc, ouais. J'ai hâte de voir si Invincible va être en mode j'ai peur pour la Terre. Est-ce que je vais essayer de faire qu'en sorte tout le monde se soumette à ça ou pas, quoi. Ça va être intéressant, je pense, dans la suite. Mais j'ai un peu un problème, moi, avec les autres intrigues. C'est que les autres intrigues sont très bien. Vraiment, hein, mais en fait, c'est que l'une, elle prend trop l'ascendant sur l'autre, et c'est celle de Omniman et tout. C'est que moi, quand j'allais sur Terre pour suivre une intrigue, c'est pas que je m'en foutais, mais j'étais en mode c'est bien beau, mais je veux voir Omniman tabasser, quoi. Et par exemple, on a l'intrigue de Atom Eve, qui est dans la digne lignée de là où on l'avait laissé, où elle a de plus en plus de colère et de frustration, et ça lui fait perdre le contrôle, et voilà, et elle retourne à la maison, carrément à la fin, voilà, qui a l'air hyper intéressant. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est qu'à côté, j'étais en mode mais Omniman, quand même. Omniman sur le côté, j'ai envie de le voir. Et la pire intrigue, je pense, la pire intrigue, mais celle qui prend le plus de mal, c'est celle de Donald, le pauvre. Parce que Donald, en fait, ça revenait depuis 3 épisodes, je crois, où, il se pose des questions sur... Parce que Debbie, le voit, elle fait, c'est bizarre. Oui, qu'est-ce que tu fous là alors que t'es mort, tu vois. Ouais. Et, il se pose des questions sur est-ce qu'il est vraiment vivant, et bon, il en apprend que non, en fait c'est un robot, ou en tout cas c'est un clone. Et cette intrigue, le problème c'est que Donald, je m'en fous un peu, parce que je me suis pas vraiment attaché à lui, donc du coup quand je suivais, j'étais vraiment non, donnez-moi Omniman. Vraiment, je pense que cet épisode aurait vraiment dû juste de développer Omniman et Marc, parce que c'est ce qu'on voulait voir. En fait, il y a un moment, c'est que ça pendant le combat, il me semble. Oui, en plus, c'est ça plutôt le problème pour moi. Parce qu'en vrai, si t'as où ça parle et tout, tu fais plusieurs trucs, ok, mais pendant le combat, rester sur le combat, quoi.
Ouais, bah, je suis d'accord. Surtout, enfin, qu'il y a un des meilleurs moments avec Debbie que j'adore toujours, tu vois, mais où il y a un super montage musical, t'en avais parlé, où elle marche dans la rue en dépression aussi. Ouais. Et ils ont un gros parallèle avec Omniman qui est en dépression. Et voilà. Et ils ont une super discussion avec Marc Hamill, qui n'est pas Marc Hamill, j'ai oublié son nom, celui qui fait les costumes. Oui. Art, je crois. Art, ouais, c'est ça. C'est ça, Art, sur le fait que Debbie, elle est toute seule maintenant. Et en fait, ça met une conclusion, entre guillemets, à ces 4 épisodes où, au début, elle était dans le déni un peu, puis après, elle s'est mise à accepter ça, elle essaie d'aller vers la reconversion. Et cette fin d'épisode, pour Debbie, en tout cas, c'est un peu l'achèvement de tout ce parcours de, ok, t'es tout seul maintenant, et elle est prête à avoir une nouvelle vie. Et ça, je trouve ça cool pour son personnage. Je sais pas où ça va mener, mais vraiment, ces 4 épisodes, je suis convaincu qu'Omniman, il va la revoir à un moment. Oui, non, mais bien sûr, je pense que ça va pas se finir comme ça, tu vois. Mais sur son personnage, sur ces 4 derniers épisodes, c'est elle qui a vraiment eu un développement presque parfait, moi je trouve. Ouais, ils en font pas trop, voilà, et c'est vraiment en mode, son personnage a fini un certain parcours de sa vie, elle est prête à reprendre sa vie autre part, quoi. Parce qu'elle quitte la maison, il me semble, c'est ça, la fin. Oui, c'est ça. Oui, il me semble. Oui, elle quitte la maison, il me semble. En gros, c'est un au revoir à cette maison, à tous ses souvenirs, et voilà, vivre sa vie. Ouais. Non, mais c'était plutôt cool quand même comme épisode. Toujours pas de Levi Armstrong. On a eu des clones à un moment, il me semble. On a un petit passage. Oui, on a eu les bleus, quoi, mais c'est pas Levi Armstrong, quoi. Levi Armstrong, on sait pas où il est dans le multivers, mais il chill. Je sais pas. Pour l'instant, ça n'a pas tellement. On nous a dit, ouais, le multivers, c'est le centre de la saison. On a fait la moitié de la saison, il y a un épisode, quoi. Le premier, ouais, où même on voit Marc et Omniman d'un autre univers, et c'est ce qu'ils allaient arriver et tout, mais là, non. Et voilà, on va arriver au bilan de cette mi-saison. Qu'est-ce que t'en as pensé? Et surtout, on arrête là pour 4 épisodes. Après, si les rumeurs sont vraies et que ça revient en janvier, ça va, ça me... Oui. Il y en a, ils disaient, j'ai vu un tweet là qui disait, j'ai survécu à Stone Ocean, où ils ont fait c'était débile comment ils ont livré les épisodes, c'était 12 épisodes, et après, un an après, tu devais attendre les 12 autres, et après, 4 mois après, 12 autres encore. C'était très bizarre. Stone Ocean, c'est JoJo's Bizarre Adventure. Ouais, c'est la dernière partie de JoJo qui est sortie en animé. Parce que les fans de JoJo, ils veulent pas s'arrêter de parler de JoJo, c'est insupportable. Désolé. Non, je rigole. Donc, en vrai, je pense que c'est juste, si c'est janvier, c'est juste une pause pour Noël, mais bon, ouais, c'est bizarre. Enfin, s'ils ont vraiment les 8 épisodes, pourquoi ne pas avoir délivré d'un coup, avant Noël ou après Noël, quoi, mais. Surtout si les épisodes, ils sont prêts, parce que s'ils sont déjà en train de préparer la saison 3 et que les épisodes, ils sont prêts et tout, ça fout le seum, quand même. Bah, ouais, ils seraient prêts. Enfin, si c'est en janvier, ils seraient prêts, hein. Donc, oui, je pense. Enfin, après, on sait que des fois, au dernier moment, il y a des ils peuvent changer des trucs, hein, donc bon, voilà. Mais ouais, 4 épisodes, c'est trop court, là. Donnez-moi la suite, là. J'ai envie de voir la suite, quoi. Ouais. Et du coup, ces 4 épisodes, est-ce que t'es satisfait, vis-à-vis, par exemple, de la saison 1 ou quoi? Est-ce que t'as ton bonheur? J'ai mon bonheur, ouais, allez, c'est quand même vachement bien, hein. C'est quand même super, c'est bien écrit, les personnages sont chouettes et tout. Après, c'est frustrant parce que c'est court, quoi. C'est surtout ça. C'est frustrant, alors que, bon, à l'époque, les 8 épisodes de la saison 1, on les a eu, un par semaine sur les 8 semaines, quoi. Ouais, le fait de faire une pause, c'est un peu frustrant, quoi. Mais sinon, je suis plutôt convaincu par ce qu'on a eu pour l'instant. Ouais, moi aussi je suis plutôt convaincu parce que gros point fort, quasiment tous ces persos, j'adore leur développement, quoi. Après là, il y a un côté un peu intimiste, tu vois, dans des persos où on suit leur vie de tous les jours, Debbie, Atom, Eve et tout, et même Marc, sa vie de tous les jours et tout, avant qu'il soit super heureux, je trouve ça super intéressant. Voilà, et je trouve que ça marche bien. Après, je n'arrive pas à comprendre où ils vont, parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont plein d'intrigues. Oui, il y a plein, ils s'éparpillent partout, c'est un peu fouillis, je trouve. Il y a un enchaînement d'histoires et d'intrigues, voilà, qui est très bizarre, et juste avant cet épisode, l'intrigue elle avançait pas du tout, quoi. Enfin, l'intrigue principale. Ouais. Après, c'était pas dérangeant parce que je trouve, tant qu'on suit les persos et leur développement, c'était pas si grave, mais c'est vrai que c'est étrange comme manière de. Cette saison, elle est étrange, je trouve, dans la manière dont elle a été faite. Ouais, mais il faut voir la fin parce que il y a peut-être un côté où tout va se rejoindre. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intrigues très très bizarres. Pour le coup, l'intrigue sous l'eau ou des trucs comme ça, tu vois, tu te dis. Oui, c'est vrai. L'intrigue dans Batman, là, avec Batman, tu fais bon, est-ce que c'était nécessaire? Tu vois, je suis pas sûr, donc voilà. Et c'est des persos qui vont revenir, je pense, donc si ça doit être nécessaire quand même.
Ouais, bah j'espère. On verra bien au bilan dans plus d'un mois. On en reparlera, je pense. Enfin, on espère, si c'est vrai. Et voilà, on fait on aime toujours Invincible, voilà. On aime toujours Invincible. Et on va partir dans les contrées sombres de Apple TV pour aller parler d'une série que moi j'aime moins, mais que toi que tu aimes toujours bien, je pense. Bah, je trouve ça sympa après. On va parler du spin-off du Monsterverse, l'épisode 3 de Monarch Legacy of Monsters. Alors l'épisode de Monarch dont on va parler, il s'appelle Secret et mensonge. On avait quitté les personnages dont je ne sais plus. Je crois que c'est Kate. Voilà, je me rappelle de Kate et Kurt Russell qui s'appelle Lee. Ouais. Voilà, et le Lee vieux dans sa jardin. On les avait quittés à ce moment-là et on a la suite. Ouais, bah il y a eu des gros monstres, voilà. En fait, on a deux temporalités. La temporalité du présent, bah, la fin de la saison de l'épisode 2, on découvrait Kurt Russell vieux. Et dans le passé, bah, nos personnages, ils affrontaient un gros monstre. Bah là, dans cet épisode, bah, les personnages du passé, ils vont faire exploser Godzilla. et les personnages du présent, ils vont aller voyager un peu partout pour découvrir un peu le monstre, le monde et voilà, tout le complot qu'il y a autour. C'est très difficile de résumer ce qui se passe dans ces épisodes parce que il y a un peu le foutoir dans ces temporalités et bah, je vais te laisser déballer ce que t'as pensé de cet épisode. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de trucs mais qu'il se passe rien en même temps, c'est très étrange. Parce qu'en vrai, si je résume l'histoire avec Kate et tout, c'est il se barre de la maison de retraite, pas la maison de retraite, le truc de Monarch là. Oui, c'est un peu une maison de retraite. Ouais, bah oui, il y a plein de billets. Ils prennent l'avion et puis ils arrivent à un moment et puis ils trouvent où il y avait le père qui était là dans la glace et puis il y a un gros monstre et puis voilà. Et t'as les autres qui font exploser Godzilla, effectivement. J'ai vu un suite marrant où ça parlait de quand t'as oublié d'enlever la fourchette du micro-ondes, c'était voilà, ça m'a fait rire. What the fuck. Il y a des gens qui oublient vraiment ça. Non, mais quand tu mets une fourchette de micro-ondes, ça pète quoi. Donc, oui, mais je sais, mais personne n'oublie. Enfin. Non, mais j'ai mal dit, mais c'est pas oublié, mais bon, voilà. Quand tu mets une fourchette dans le micro-ondes, quoi. Ok. T'as bien aimé peut-être la temporalité du passé, peut-être mieux. Bah il y a des explosions, il y a des monstres. Donc c'est ouais, en vrai je t'avoue que l'intrigue du passé, ouais, je sais pas vraiment où ça va quoi, je sais pas vraiment. Moi je suis énervé moi. Énervé carrément. Ah mais tu sais que il y a un truc que je pense et j'espère qu'ils vont pas faire l'épisode prochain, c'est que on finit l'épisode 2, on est avec nos personnages du passé qui sont face à un gros monstre. Ouais. Début d'épisode plus rien. Pas de gros monstres et 2 ans plus tard, mais vous foutez de ma gueule. Oui, c'est vrai. Ouais, mais ça va pas ou quoi? Tu sais, genre on n'a pas de suite sur le monstre du dernier épisode. Genre ça m'a saoulé. J'étais en mode toutes les ellipses du passé, la temporalité, je la trouve hyper mal gérée dans le passé quoi. Je sais pas où on se trouve. Au début du premier épisode, on est dans le futur, puis après on est dans le passé, puis on te coupe le passé au moment où il y a le monstre pour te dire ah bah là on s'est retrouvé face à des militaires et tout. Enfin moi le passé j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas du tout. D'accord, ok. Je pense qu'il y aura la même structure à tous les niveaux, à chaque épisode. C'est genre on va voir 1 ou 2 apparitions de monstres par épisode. Je pense que ça va être ça. Ah oui, ça c'est sûr. Il y aura un épisode un monstre par épisode, ça c'est sûr. Et j'espère que le monstre qu'on voit en fin d'épisode, il va pas être, genre ils vont pas se faire un truc d'éclipsage de temporalité et nous dire que voilà. Il est pas là. Même si je pense pas, parce que dans le présent, ils ont pas fait d'ellipse, vraiment. Non, en tout cas, ça suit plutôt linéairement, donc je pense pas. Et de toute façon, là, ils sont tellement dans la merde qu'ils sont obligés de dire ce qui s'est passé, quoi. Et voilà, mais pour revenir à l'ambiance du passé, moi, je sais pas pour toi, mais je trouve que visuellement, je sais pas pourquoi, il y a une lumière artificielle jaune dans le passé, qui est horrible. Tu trouves ça moche? Okay. Ah ouais, je trouve ça moche, j'avais déjà trouvé ça moche. Ça me dérange pas, mais ok. Ouais. Mais moi, je trouve qu'il y a un filtre jaune bizarre. Il y a un filtre jaune, je suis d'accord, mais moi, il me jaune dérange pisse. pas. Qui me parle pas du tout en tout cas moi. Et voilà quoi, enfin après je vais revenir sur l'apparition de Godzilla dans un instant, mais les personnages, toi tu les aimes bien les personnages du passé, franchement? Il me dérange pas. Non mais il y a pas de il me dérange pas. C'est est-ce qui t'intéresse ou il t'intéresse pas, dis la vérité aux gens. Moi j'aime bien Docteur. Ouais.
Ouais. J'aime bien Docteur. Et puis Lee, je trouve intéressant parce qu'on a Lee du présent et Lee du futur, donc je pense que ça va être intéressant quand même. C'est plus l'autre, le caméraman, où je m'en fous en fait. Ah, le photographe, c'est une horreur tellement il sert à rien. Ouais, lui, je m'en fous. Genre, ils sont en mode, on va embarquer le mec, il est passé de photographe à membre de Monarque, qui photographie des trucs, mais genre totalement random, quoi. Et ouais, moi, les persos du passé, je suis pas du tout réceptif. Même le Lee, comme il est lié à Kurt Russell après, peut-être que voilà, mais moi, le docteur, je ne comprends pas son comportement. Elle pleure pour Godzilla. Ah, meuf, hein. Elle pleure pour Godzilla. Mais tu le connais pas, arrête de pleurer pour Godzilla. Non mais clairement complètement. Toi t'es pas animaliste, toi. Mais je suis pas, mais y a pas d'animaliste. La meuf, elle est en train de chialer pour un monstre de 2 mètres de haut parce que, ok, elle a raison en plus, hein. Faut peut-être pas le bombarder Godzilla à tout azur, à tout barzingue parce que c'est peut-être pas très bon, tu vois. Peut-être l'analyser. Mais tu pleures pour Godzilla, elle est là, non, bombardez pas Godzilla et tout. Et je suis en mode, mais arrêtez, quoi. Franchement, c'est ridicule. Ah, non, je suis pas d'accord. T'as pas de cœur. Mais j'ai pas de cœur, c'est Godzilla. Arrêtez, là. Mais non, mais genre, pour son personnage, Godzilla, il représente, c'est la première fois qu'elle le voit, faut arrêter, quoi. En mode, ok, c'est une environnementaliste, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Mais je peux comprendre, mais de pleurer pour Godzilla qui se prend une nuque, mais arrête, quoi. Arrête tes conneries, quoi. Franchement, ça m'a énervé, moi. Oh, je suis pas d'accord. Elle en fait trop, voilà, je le dis, moi. Non. De la vie. C'est tout. Ouais, c'est ça, ouais. C'est juste pour te faire attacher au perso, mais moi je trouve ça, allez, c'est bon, dégage. Oui, j'aime pas cette série. Mais il y a des points forts. Je vais quand même dire, l'apparition de Godzilla, elle est trop bien. Voilà, quand il sort de l'eau. D'ailleurs, il paraît un peu plus jeune que dans le film qui se passe en 2014, tu vois. Je sais pas, il a l'air plus petit, voilà, je sais pas pourquoi. Mais il y a des photos, on m'a dit, qu'il y a des photos, de ce passage-là dans un des films. Dans Godzilla 2014, je crois. Ah non, peut-être le Kong Skull Island, parce qu'à la fin, tu sais, t'as des photos de tous les monstres. Oui, aussi. Ouais. Donc en fait, oui, c'est possible que... Ah, mais c'est peut-être... Oui, la photo qui prend peut-être le caméraman de Godzilla, c'est peut-être... On la retrouve peut-être dans... C'est ça, ouais. Ah ouais, ok, ouais, ce serait pas mal d'avoir fait ça. Ouais, écoute, l'explosion, elle est super, l'explosion atomique, voilà. Et même, d'ailleurs, je parle de ce monstre-là, mais l'apparition du monstre à la fin aussi, ce monstre, il est super, hein. Moi, je trouve le design cool. Je trouve son design vraiment cool, du monstre. Avec des tentacules à la place de bouche, il a l'air de balancer du froid, tu vois, j'ai pas trop compris, mais... Oui, c'est ça, hein. Il a gelé le mec, là, qui les aide. Et moi, je trouve cette série, même l'univers de Godzilla, c'est un peu un côté Monster Hunter, en fait, que j'aime bien. Tu vois, genre. Ah oui. Côté, tu découvres des monstres. Là, il y a un monstre de glace. Tu sais, il y a ce truc-là dans Monster Hunter, pour ceux qui ont joué au jeu, où il y a plein de monstres différents, qui ont des habitats très spécifiques. Et là, ce monstre de glace, il m'a rappelé des monstres de glace qu'on retrouve dans Monster Hunter. Voilà, c'était plutôt cool, quoi. Ouais, par contre, moi, j'ai fait gaffe au générique, on en a parlé, mais là, j'ai vraiment fait gaffe au générique. Et en fait, il y a les deux temporalités dans le générique, j'avais même pas fait gaffe, mais parce qu'en fait, à droite, t'as la temporalité du présent, et à gauche, t'as la temporalité du passé dans le générique. Et à la fin, ça se finit, à droite, t'as Godzilla, à gauche, t'as King Kong. Et je me demandais, est-ce qu'on va avoir Kong dans la série? Peut-être parce que Kong Skull Island, ça se passe dans le passé, tu sais. Donc, et que comme le Godzilla, ça se passe plutôt du présent, ouais, je sais pas. Peut-être. Après, je t'avoue que je l'ai passé le générique, mais je le regarderai la prochaine fois. Tu regarderas, parce qu'on voit vraiment tous les il y a l'air d'avoir des indices sur l'intrigue et tout, et ça, je pense qu'il a analysé, il peut être intéressant. Si tu veux faire des théories et tout, quoi. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Après cet épisode, là, j'ai fait le mec ronchant sur la temporalité du passé, mais je l'ai trouvé mieux que les deux autres, en fait. Pour une raison que je vais évoquer dans un instant et que je pense que tu as dû aider, ça très rapidement. Mais, il y a des phrases du passé qui font écho au présent, je trouve, ils ont commencé à utiliser ça, tu vois. Ou je crois que c'est le personnage de Kurt Russell qui dit ton père il t'a pas menti parce que les secrets c'est différent des mensonges. Et c'est une phrase que le docteur lui dit, je crois, ou je sais plus qui lui dit dans le passé, et du coup ça revient. Et en parlant de rapport passé-présent, il y a cette transition incroyable entre Kurt Russell et son fils, Wyatt Russell, qui joue le personnage de Lee Shaw plus jeune, où on voit son visage du coup en surimpression qui disparaît et le visage de son fils qui apparaît, et on voit vraiment qu'ils se ressemblent en fait. Du coup là on voit vraiment la ressemblance entre les deux pour le coup, quoi. Et c'était assez fou ça. Ils avaient vraiment la même gueule, c'était marrant. On marchait très bien la transition.
Bah ouais, c'est une bonne idée qu'ils ont eue, bonne idée cinématographique en utilisant le fait que c'est son fils. Quoi. Ouais. Et Kurt Russell, il est trop cool, Kurt Russell. Ouais, bah toujours. Il est trop cool. T'as vu, à 90 ans, il est incroyable. Ça c'est un truc qu'on avait évoqué dans le podcast la semaine dernière et qui est évoqué dans la série. Donc ils en sont conscients que l'âge de Kurt Russell, ils sont en mode putain, le mec t'as 90 ans, t'es bien conservé quand même. Il fait ouais, je sais plus quoi. C'est les bonnes gènes, il dit ouais. Ouais, il dit, c'est ça, ils disent du bonne gène et il est super en papy. T'es trop vieux qui comprend pas la technologie, complètement barré là, qui les amène à l'autre bout du monde. Moi je trouve ça marche. Enfin celle du présent elle m'intéresse quand même plus. Je trouve moi que aussi, passé, mais quoi. je pense qu'on va quand même plus en plus s'intéresser au passé. Parce que ça va se relier à un moment ou à un autre, il va y avoir un truc. C'est obligé, vers la fin de la saison, ça va relier les deux timelines, je pense. S'il faut attendre la fin de la saison pour que ça devienne intéressant. Bah non, mais ça va il va y avoir de plus en plus de liens, je pense, pour qu'il y ait un gros truc à la fin, quoi. Ouais, sûrement, mais moi, je fais juste mon aigri. Et l'héroïne, je commence un peu à m'intéresser à elle, à Kate. Ouais. Voilà, elle questionne la figure de son père, un peu. Donc ça peut être intéressant, mais voilà, mais les autres, ils m'ennuient ferme. Toute l'autre équipe, la hackeuse, oh là là, je m'en fous de la hackeuse. Mais d'un point, en plus, elle cache quelque chose à un moment. Je sais pas si t'as remarqué, genre sur son portable, elle le jette son portable pour pas que l'autre il voit que c'est fait dessus. Et genre c'est peut-être une infiltrée et tout, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Elle peut... Et son ex aussi là, Kentaro, je crois il s'appelle. Ou je sais plus. Là il est pas très. On l'a pas vu beaucoup. C'est un yaourt nature encore une fois. Rien d'intéressant. Il est toujours en mode non, mon père est un mec bien. Pas de questionnement. L'acteur il a une expression faciale. Enfin, voilà. Ouais. On verra. Moi c'est plus ça à queue, lui ça va encore, mais à voir. Mais en tout cas, Kate est un peu le perso principal de ce truc-là, de cette série. Enfin, du présent. Ouais. Du présent, en tout cas. Ouais, la thème présent, voilà, ça commence à m'intéresser. Et en plus, pour le coup, on peut reprocher à des choses, mais en tout cas, on voyage dans cette série. Et puis les monstres, pas mal. les fixes des monstres sont bien faits quand même, ça faut le dire quand même. Ah ouais, c'est impeccable. Alors que ça coûtait moins cher que Secret Invasion. Bah ouais, c'est ça. Et ouais, c'est vachement bien fait. Et ouais, je suis. En plus, voilà, on est en Alaska, dans le passé, on voyage dans les jungles, enfin, voilà, vraiment, il y a une diversité. Voilà, j'essaye de faire d'être un peu nuancé dans mon propos. Bon, moi, je vais vous parler de Doctor Who. Parce qu'il y a eu le special qui vient d'arriver, donc avec le retour de David Tennant. Et donc c'est un peu un événement parce que David Tennant s'est arrêté. Ça a dû s'arrêter la dernière fois, ça devait être en 2009. Ensuite, il y avait eu un épisode anniversaire où il y a eu Matt Smith et David Tennant qui sont des anciens qui sont des anciens docteurs, hein, voilà. Et donc depuis on l'a pas revu. Et là il y a un retour en gros. Ça fait vraiment suite des vieilles saisons, donc de la saison 4, où on retrouve même le compagnon, parce que le docteur dans la série Doctor Who a toujours un compagnon. C'est toujours deux personnages. Et on retrouve donc le personnage de Donna Noble, qui était une femme qui était tout le temps avec lui pendant toute la saison 4. Et donc et on retrouve aussi le showrunner qui avait fait les saisons 2, 3 et 4 et qui n'était pas revenu depuis. Et pour vous dire, la dernière saison, c'était la saison 14. Donc il y a aussi un gros changement au niveau de la production, c'est-à-dire que Disney donne des sous là, c'est un peu produit par Disney. Donc, pour mon avis sur l'épisode, déjà, on voit le pognon. on voit qu'il y a plus de sous que d'habitude et que c'est plus des trucs, tu sais, on disait souvent, il y a beaucoup de gens qui disaient, voilà, c'est Doctor Who, j'y arrive pas, c'est kitsch, etc. Les effets spéciaux sont moches, machin. Là, il y a le budget, là, c'est plus... En gros, on garde quand même le côté kitsch, mais ça va. On sent que là il y a Disney derrière, quoi. Et c'est plus c'est la production value a vraiment augmenté, quoi, et c'est plutôt agréable à voir. L'épisode qu'on a eu là, c'est adapté parce qu'il y a eu des comics, enfin ce qu'on appelle des comic strips. En tout cas, il y a une histoire en BD faite c'est très vieux, je sais plus c'est quelle année, mais ça avait été écrit par Dave Gibbons. Donc Dave Gibbons qui a écrit Watchmen. Et bien, il est aussi à l'écriture de cet épisode. Et l'épisode, écoute, il était vachement bien. Il était assez simpliste, mais il reprenait, il était très cool à suivre. Ça fait vraiment plaisir de revoir Tennant
dans ce rôle. Il est vraiment attachant. Il y a un côté vraiment sympathique. On a envie de le suivre dans ses aventures, tout ça. Il y a toujours de l'humour, parce que dans Doctor Who, il y a toujours eu de l'humour un peu british qui est très sympa aussi. Il y a des extraterrestres bizarres. Il y a un twist que moi je m'attendais pas à voir venir, qui m'a surpris et qui était plutôt chouette. Et moi j'ai trouvé l'épisode vraiment cool. C'était j'ai hâte de voir la suite là. On va voir les deux prochains specials. Il y en aura la semaine prochaine et la semaine d'après. Et j'ai même envie de conseiller à ceux qui n'ont jamais vu Doctor Who de peut-être tenter l'épisode, parce que en vrai il y a tout qui est résumé au début, et j'ai quand même l'impression qu'il y a une volonté un peu de prendre des nouveaux spectateurs, et je pense que ça pourrait plaire à pas mal de gens qui connaissent pas. Et en plus là c'est cool parce qu'on a enfin une diffusion française sur Disney+, en simultané. Ça sera à 19h30 en même temps qu'en Angleterre, donc c'est comme les séries Marvel, tout ça, et c'est vachement cool. Et franchement moi je vous conseille de tenter, et vraiment c'était super, et j'ai hâte de voir la suite. Et bah voilà, c'était la Vitista sur la série Doctor Who, enfin les nouveaux épisodes, les derniers épisodes avec David Tennant, et c'est fini pour les sorties de la semaine, et on va attaquer la chronique box-office. Yep, chronique box-office chargée de surprises et des choses très intéressante à voir, puisqu'on va commencer numéro 1 du box-office, le même numéro 1 que la semaine dernière, et ça c'est pas souvent. On est tous les deux étonnés, je pense, Ista, parce qu'on pensait que ça allait perdre, et le film n'a pas perdu au box-office. C'est le film Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau moqueur, qui a gagné 98,4 millions au box-office US, et 197 millions dans le monde en tout, en fait. Et donc il a déjà fait le double de son budget de 100 millions, donc c'est d'ores et déjà un succès, parce qu'il va continuer à afficher, je pense, une bonne moyenne. Et donc du coup voilà, ça marche. Hunger Games, premier surpris. Ouais, non mais je suis surpris, je pensais que ça allait avoir un drop de ouf. Je pensais que ça allait pas très bien marcher, et ça prend c'est bouche à oreille, hein. Je pense que le film il a un bon bouche à oreille, et que les gens vont le voir, quoi. Et puis je crois qu'il y a beaucoup d'édits TikTok et tout. Ça peut, je sais pas si ça joue, mais après je crois qu'aussi le fait que il y a une reprise du marketing, et je crois que les gens aiment bien le casting. Ouais. Le casting, et je crois qu'il marche bien. Même s'il y a Rachel Zegler, qu'il y a des mecs un peu cons qui sont contre elle et tout, mais en tout cas il y a une bonne fanbase du casting, donc je pense que ça a dû jouer aussi, tu vois. Oui, quand je parle des édits, moi j'ai vu des édits avec l'acteur Tom Bliss, je crois il s'appelle. Ouais, c'est ça, Tom Bliss. Ouais, où il danse et tout, voilà, quoi. C'est des vibes TikTok. Non, mais tu sais, il danse sur le set c'était dans des vidéos du tournage, pour le tournage et tout. Ok. Mais ouais, ça a pris, en tout cas, ça a pris. Le deuxième, c'est Napoléon, donc de Ridley Scott, dont on a parlé tout à l'heure. Il a fait 78,8 millions de dollars de recettes dans le monde, dans 32,5 millions au box-office américain. Et donc, c'est un week-end de 5 jours, hein, ça a commencé mardi soir, ouais, en tout cas c'est mercredi, c'est à partir de mercredi jusqu'à dimanche. Il a démarré au-delà des prédictions, il me semble qu'ils avaient parlé de 40 millions, un truc comme ça, je crois. C'est ça, il a fait presque le double de ce qui était prévu. Voilà. Et donc, il pourrait même aller chercher 300 millions en fin de carrière. Et je crois qu'il a un budget de 200 millions, le film, là. Alors, de base, c'était 200 millions, mais ça a été annoncé que c'était pas 200 millions final. Enfin, les producteurs annonçaient moins. Donc, en fait, il doit se situer entre 100 et aux environs, je pense, 250 millions. Donc, s'il fait 300 millions, il est rentable, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas une catastrophe annoncée. Après, je sais pas exactement, parce que j'ai vu des sources qui disaient 130 millions, mais de base, c'était 200 millions annoncés. Enfin, tu sais, c'est assez, on sait pas trop, tu vois, donc voilà. Et pour un film qui aime, je pense, cherchait même pas la rentabilité, et je pense que c'est un succès, enfin, c'est une surprise pour tout le monde, hein, pour le coup. Ouais. Oui, parce que Killer of Flower Moon était dans c'est le même cas, hein. C'est une production Apple qui est sortie au ciné, tout ça. Après, je pense que Killer of Flower Moon, c'est peut-être un peu, le sujet, il est peut-être un peu plus aussi niché, un peu plus rebutant, et qui est plus long d'ailleurs de 40 minutes, tu vois. Et Napoléon, voilà, c'est comme une figure, même les Américains ils connaissent Napoléon de nom, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un truc. Et il est vendu aussi comme un film épique et tout, quoi. Donc mais c'est pas ça, mais oui, il est vendu comme ça. Oui, voilà, il est vendu comme ça, donc voilà, je pense que ça peut attirer. Ouais, en tout cas dans les cinémas, il y avait du monde, hein, pour Napoléon. Ouais, clairement.
Ensuite, on a le nouveau Disney, Wish, qui est une catastrophe pour l'instant au box-office, parce que nous, il sort cette semaine, du coup mercredi, mais il est déjà sorti aux États-Unis. Et sur les 5 jours, dont les 3 jours de Thanksgiving, il a rapporté 31,7 millions de dollars aux États-Unis et 17,3 millions de dollars à l'international sur 27 marchés. Et il est estimé à avoir engrangé 49 millions de dollars ce week-end, alors qu'il était estimé de base à 75 millions, donc c'est quand même 25 millions de moins que ce qui était prévu. Et ce qui représente 10 millions de moins que Elemental au box-office domestique, donc qui avait rapporté 29 millions. On le rappelle, Elemental, c'était un four au début, il a réussi à se rattraper. Il disait que c'était le pire démarrage de Pixar à l'époque. C'est le pire démarrage de Pixar, donc c'est pire que le pire démarrage de Pixar, ce qui est inquiétant. Et le film a un budget de 200 millions, donc est-ce que le film, il aura une campagne à la Elemental, peut-être, mais on vous en parlera la semaine prochaine, pour l'instant, c'est pas au fou. On verra, ouais. On verra si se maintient ou pas, quoi. C'est ça, en fait, le secret, là. Après, pour le coup, Elemental, je crois que c'est à partir vraiment de la 3e semaine qu'il est revenu. Hein. Mais les 2-3 premières semaines, c'était pas foufou. Hein. C'est vraiment après qu'il y a eu vraiment un succès de bouche à oreille. On verra peut-être à la fin du mois, parce que oui, comme il y a Noël qui arrive, il y a les vacances de Noël, peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui va aller le voir pendant les vacances de Noël. Hein, donc, c'est ça. Ouais, écoute, on verra. Je pense qu'il va faire quand même mieux que Strange World, là, qui était le film de Disney de Noël de l'année dernière, qui a fait, je crois que c'est un des pires fours de Disney de tous les temps. Oui, mais après c'est un film qui était abandonné. C'est en marketing. Pas de marketing et tout. Il est sorti en même temps sur Disney+, en plus, je crois. Enfin bref, c'était l'horreur cette sortie. Complètement. Ensuite, en parlant d'animation, au 4e, on a aussi un film d'animation. C'est le 3e film des Trolls, Trolls Band Together, qui a fait donc 3,1 millions à l'international ce week-end. Et il a rapporté 25,30 millions au box-office US. Et donc, avec un total estimé à l'international qui monterait à 80,4 millions, ça ferait qu'il finirait avec un box-office mondial de 145,8 millions. Ouais, apparemment ça marche un peu quand même, mais je crois qu'il a coûté cher, je crois, le film. 100 millions, je crois, il me semble. Donc peut-être qu'il se remboursera pas, parce que je crois que ça fait un moment qu'il est à l'affiche aux États-Unis et tout. Non, aux États-Unis, il vient d'arriver la semaine. Non, c'est à l'international qu'il était. C'est ça, nous, depuis le début du mois, on peut le voir, le film. Ouais, mais après, je crois qu'il va se faire noyer, hein, parce que. Là, c'est compliqué. Hein. Il y a Hunger Games, Napoléon. Ouais, je pense pas qu'il va se rembourser. De toute façon, je crois que. Moi, j'ai jamais regardé, ça m'intéresse pas. Donc, Après, moi, j'avais vu que c'était pas si mal que ça, les chiffres pour le box-office US de ce film-là. Mais, faudrait vérifier. Mais de toute façon, on verra à la fin de l'exploitation. Mais... Ouais. Ensuite, pour finir ce top 5 box-office, on a le film de Sony Thanksgiving de Eli Roth, qui sort pour la période de Thanksgiving, qui a rapporté sur 5 jours 11,13 millions au box-office domestique. Et il est estimé à 24,19 millions de recettes totales. Et je crois que c'est un film qui a pas coûté du tout très cher. Donc voilà, je pense qu'il va se rembourser. Il sort à la bonne période. Et c'est Eli Roth qui, du coup, adapte. Je crois qu'on en a déjà parlé. Hein? Tu parles de Borderlands? Non? Non, qui adapte. Ah oui, non, ok. Oui, mais tu parlais d'adaptation, c'est pour ça. Mais ok, là, tu veux parler de la pub dans... C'est ça, c'est un long métrage qui vient d'une pub qu'il avait fait à l'époque pour le Grand House, du coup le double film de Robert Rodriguez, Planète Terror, et le film de Tarantino, aide-moi. Boulevard de la Mort. Boulevard de la Mort, merci. Et voilà, il en a fait un long métrage et qui sort, c'est une transition parfaite. Non, puisqu'on n'a pas fini de parler de box-office, mais on vous en parlera dans les sorties de la semaine prochaine. Il a un budget de 15 millions, je viens de vérifier le film. De 15 millions, donc voilà, il est déjà à 24,20 millions, donc ça va. Et Ista, tu veux nous parler peut-être de ton film préféré, Aquaman? Oui, j'adore Aquaman. Incroyable, il y a le Aquaman 2 qui arrive, Aquaman and the Lost Kingdom. Et donc on a des premières estimations donc pour le box-office US, donc américain. Et donc ce serait entre 32 millions et 42 millions de dollars. Ouais, c'est plus nul que tous les autres films. C'est super-héros, je crois, sortis cette année. C'est pire que The Marvels. C'est pire que Shazam 2 ou pas? Non, mais Shazam 2 coûte moins cher.
Oui, c'est vrai. Mais Parce que Shazam 2, je crois qu'il est dans les 25 millions, quelque chose comme ça, et Blue Beetle aussi. 125 millions. Ouais. Et ouais, bah là c'est ça annonce le four annoncé, donc on verra après peut-être on verra le drop qu'il subit, parce que est-ce qu'il va subir un drop à la The Marvels. Ouais, parce que par contre, ce qui est étonnant, c'est The Marvels, ça dit qu'en fait, il finirait même pas à 100 millions le box-office US, quoi. The Marvels. Par contre, Aquaman, on a aussi les estimations mondiales, et ils disent quand même que ce serait entre 105 et 150 millions, je crois, un truc comme ça. Bah après c'est les estimations, le problème c'est que de Marvel, je pense que c'est le drop qui a fait que il était en mode bah non, il fera pas autant que prévu. Ouais. Voilà, après ça se trouve Aquaman il va faire pareil, il va faire un drop à 70% et puis ciao hein, mais bon, on verra, mais bon, on comprend clairement que voilà, ce film n'intéresse pas. Je me suis trompé, c'est les estimations, le final quand le film il sera fini, il sera entre 105 millions et 150 millions au box-office américain. Voilà, c'est ça. C'est ça ce que ça disait. J'ai dit box-office mondial, c'est pas du tout ça. C'est la fin de course, quoi. Oui, c'est la fin de course sur le sol états-unien. Ce serait entre 105 et 150 millions, ce qui serait plus que de Marvel, c'est ça en fin de course. Ouais. Parce que Marvel, ils disent que ce serait moins de 100 millions, quoi. C'est ça, mais après, faut voir le drop encore une fois, parce que ça se trouve le drop il va être terrible et ça va être la même chose, hein, donc. Ouais. Donc à voir. Bon, bah voilà, c'est fini pour. La chronique box-office, on va finir par les sorties de la semaine, Ista. Oui. Donc, on va commencer par un film que tu as vu en avant-première. C'est ça. Wish, Achat et la bonne étoile, donc le titre français du film. Donc, qui sort la semaine prochaine, donc mercredi, qui sort là. C'est le nouveau Disney animation. C'est le film qui célèbre les 100 ans du studio Disney. Et voilà. Ouais, bah je l'ai vu, je garde mon avis pour la semaine prochaine. Voilà, je vais pas spoiler mon avis et on en parlera tous les deux de cette grosse sortie. Ouais. Et on a aussi la sortie de Thanksgiving, qui est déjà sortie pour Thanksgiving aux États-Unis. De toute façon, nous on fait pas Thanksgiving en France, donc voilà. Et et j'en ai déjà parlé, mais du coup le nouveau film d'Eliros, le long métrage, on verra ce que ça donne. Enfin, je verrai si je compte le voir et voilà. Bon voilà, c'est fini pour cette semaine. Ouais, ça y est, on a parlé un peu de tout ce qui s'est passé cette semaine, effectivement. Et voilà, et donc on vous invite à mettre 5 étoiles, c'est super pour le référencement. Le pouce en l'air, ça dépend des plateformes, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, la nuit des sorties. Et voilà, on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour parler de Wish, pour parler de la suite de Monarch et plein d'autres trucs, et de toutes les news de la Comic-Con de Sao Paulo. On est chaud, ça. Ah, je suis grave chaud pour la Comic-Con. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut, à la semaine prochaine.